Le sans filtre, c'est quoi? Bonjour à tous. Alors, bonjour pour une nouvelle séance de débat sans filtre sur la loi climat. Aujourd'hui, mercredi 7 avril, nous reprenons donc les débats à 15 heures. Comme vous le savez, depuis une semaine, nous animons, un groupe de parlementaires anime le débat autour de la loi climat, débat qui, comme vous le savez tous, ne peut pas se dérouler normalement dans l'hémicycle parce qu'un certain nombre de députés n'ont pas de temps de parole. Et donc, nous avons souhaité animer le débat sur Twitch et de les enrichir en fait avec un certain nombre d'intervenants, d'invités. Nous tenons un certain nombre de tables rondes sur tous les sujets qu'on peut traiter autour de cette loi climat, autour de ce qui a été discuté pendant les longues heures et les mois de discussion de la Convention citoyenne pour le climat. Et notamment, c'est l'occasion de valoriser toute une série de travaux qui ont été menés, parfois depuis des années, sur ces enjeux de transition écologique, sur ces enjeux de climat, de réduction des gaz à effet de serre, et d'enrichir les débats parlementaires des travaux de toutes les organisations, de la société civile, qui a fait de nombreuses propositions sur tous ces sujets. Alors aujourd'hui, donc moi je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, membre de la Commission des finances. Donc j'ai été élue pour la première fois en 2017 après une longue carrière dans l'administration fiscale et aussi à l'autorité des marchés financiers. Donc moi je suis la fiscaliste de la bande de députés d'écologie, démocratie, solidarité. J'ai été vice-présidente de la commission des finances, j'ai été responsable de la majorité à la commission des finances également. Et surtout, j'ai vérifié pendant de nombreuses années des multinationales sur les sujets fiscaux, mais aussi sur les sujets de déontologie financière, ce qui m'a amené à travailler dans plusieurs pays dans le monde sur ces sujets de fiscalité internationale. Alors aujourd'hui, la table ronde que nous animons, elle est sur les sujets de justice fiscale, justice sociale et en quoi la fiscalité peut aider à la transition écologique et en quoi il est nécessaire de réguler l'économie et la fiscalité pour atteindre nos objectifs de transition écologique. Alors, pendant qu'on tient cette table ronde avec les intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants, le débat dans l'hémicycle continue. Il porte aujourd'hui sur la préservation et la restauration des écosystèmes. Alors là aussi, on a un certain nombre d'amendements qui seront défendus, hélas, en un seul mot par nos collègues députés, et notamment les députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Donc, ils seront défendus en séance et donc on ira voir un peu ce qui se passe par moment tout au long de ces 2 heures de table ronde qui s'ouvrent à l'instant. Alors, dans cette discussion, je vais vous présenter les personnes qui sont avec nous. Alors déjà, Quentin Parinello, qui est responsable plaidoyer, justice fiscale et inégalité, qui s'occupe de tous les sujets de fiscalité et notamment et en quoi ils sont importants pour lutter contre les inégalités chez Oxfam France. Donc, il se présentera tout à l'heure et nous présentera les travaux d'Oxfam avec Alexandre Poidatz, qui est aussi un expert sur ces sujets-là, qui est chargé de plaidoyer finance et climat chez Oxfam France. Et donc, Oxfam a réalisé des travaux très importants en la matière. Et donc, on vous présentera les derniers rapports d'Oxfam et ce en quoi ils pourraient enrichir nos débats en cours à l'Assemblée nationale. Alors, je vois que Cédric Villani est en séance. Il est bien présent. Donc, bonjour Cédric. Oui, bonjour. Voilà, Cédric qui est lui aussi passionné de fiscalité depuis que je lui ai fait des beaux schémas dans l'hémicycle il y a maintenant 4 ans sur l'optimisation fiscale notamment. Et oui, on peut faire aussi des cours avec des plus et des moins à Cédric Villani sur la fiscalité. Autre intervenant avec nous cet après-midi, c'est Samuel Leray, qui est responsable plaidoyer de la Fondation Nicolas Hulot. Alors, Samuel, est-ce qu'il est là? Je ne le vois
pas. Oui, je suis là. Voilà. Bonjour à tous. Je vous ai trouvé. Bonjour Samuel. Donc voilà, chacun à son tour viendra alimenter et nous expliquer un peu leurs travaux très très riches, puisque aujourd'hui, les ONG et toutes ces organisations orchestrées par la société civile sont vraiment source de propositions et alimentent grandement non seulement les débats franco-français, ici au Parlement français, mais aussi bien évidemment dans les instances internationales, que ce soit l'OCDE ou l'Union européenne, qui travaillent beaucoup en la matière. Alors, pour animer ces débats, Delphine Bagari est présente à mes côtés. Delphine Bagari, donc, qui est collègue députée et qui va suivre le débat avec nous. Alors, je vous rappelle, on va essayer de cibler un peu la table ronde dans un premier temps sur les sujets d'aide publique et d'éco-conditionnalité aux aides publiques. Alors, pour résumer un peu le sujet, bon, vous le savez, aujourd'hui, on est dans une période de crise sanitaire qui engendre des aides publiques massives aux entreprises. Mais avant cette situation sanitaire assez catastrophique, d'arrêt de l'économie qui fait qu'on a dû soutenir nos entreprises de plein de manières différentes, notamment le paiement des salaires à la place des entrepreneurs, donc le chômage partiel, mais aussi des aides directes et aussi des baisses de fiscalité. Avant même cette situation sanitaire qui a engendré une accélération et une augmentation massive des aides, on a des aides qui sont versées aux entreprises de plein de manières différentes, alors notamment par des niches fiscales, des baisses de fiscalité, des produits qui sont sous-taxés, par exemple. Parfois, on est sous-taxé parce qu'on va s'installer dans une zone, par exemple en Outre-mer, dans une zone à réindustrialiser. On a toute une série de niches qui existent dans le calcul même de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que des produits, des recettes qui ne viennent pas dans l'assiette, dans la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, par exemple. On a des niches aussi qui existent en matière de TVA. Et donc, le sujet de la conditionnalité des aides, c'est un sujet sur lequel on discutait bien avant la crise sanitaire. Alors, le principe, c'est quoi des aides publiques au départ, une aide publique, si vous voulez, ce n'est pas autorisé par principe. Et notamment au sein de l'Union européenne, le principe, c'est l'interdiction des aides d'État. Ça, c'est le principe de base. Les États ne doivent pas venir fausser le marché et donc ne doivent pas aider leurs entreprises, ce qui pourrait constituer des distorsions de concurrence au sein notamment du marché unique qui est l'Union européenne. On a d'autres réglementations internationales, dans le cadre de l'OMC, dans le cadre des accords du GATT, qui réglementent aussi les aides publiques. Cela étant, dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on a une multitude d'aides publiques en France, en Europe, dans un certain nombre d'États européens, d'États et dans le monde entier. On le sait, les États-Unis subventionnent leur agriculture, les Chinois ont d'autres aides. Et donc, au final, on se rend compte que, contrairement à ce que prétendent les entreprises qui se plaignent beaucoup de fiscalité, finalement, en fait, elles bénéficient d'une multitude d'aides en tout genre. Mais aujourd'hui, des aides qui ne sont finalement pas très régulées et pas très maîtrisées. Et ça, je vais laisser nos intervenants peut-être rentrer dans le détail de ces sujets-là. Donc, la question s'est posée de savoir, est-ce qu'il faut qu'on cesse de déverser des aides sans conditionnalité? Un des exemples qu'on a eu par le passé, au-delà du sujet de la transition écologique, c'était par exemple le CICE qui était un remboursement finalement d'une partie de salaire par voie de crédit d'impôt. L'objet du CICE à l'époque où il avait été mis en place sous Hollande, c'était de pouvoir embaucher en France dans des meilleures conditions et donc de mettre en place des conditions d'attractivité au marché du travail français. Et à l'époque, moi, à cette époque-là, je travaillais notamment avec Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif. On s'était beaucoup battu pour faire en sorte qu'il y ait des conditionnalités au CICE et notamment sur le fait que l'argent encaissé par les entreprises, l'argent du CICE, soit réinvesti par les entreprises, soit pour l'embauche de salariés, soit pour renouveler l'outillage productif. Ce qui avait été à l'époque refusé. D'ailleurs, à l'époque, notre président de la République, il était conseiller du président et lui, il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas de conditionnalité au CICE en disant « laissons faire les entreprises, laissons-les libres et elles investiront bien évidemment dans l'appareil productif, ce qui ne s'est pas produit. »
Et ça, je pense que Oxfam pourra nous confirmer, puisque une partie du CICE est partie en dividende aux actionnaires. Donc, à un moment donné, la question de savoir si on conditionne les aides publiques à des engagements, notamment sur la transition écologique, sur des engagements sur les émissions de gaz à effet de serre, sur des engagements sociaux, la question, on peut clairement se la poser. Et bien évidemment, aujourd'hui, on se heurte à un refus global de la majorité en disant non, 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 c'est le laisser-faire, laissons les entreprises librement s'organiser. Dès qu'on veut mettre une condition à une aide, à vrai dire, on est taxé aujourd'hui de stalinisme, etc. Alors que bon, ce n'est pas du tout l'objet, c'est qu'à un moment donné, les incitations, elles doivent se faire dans un cadre réglementaire et que nous, on considère que la régulation, elle fait partie de ce cadre réglementaire. Alors, peut-être que je vais laisser nos représentants d'Oxfam présenter aussi le cadre de leurs travaux sur ces sujets-là, pour qu'ils nous présentent un peu l'état des lieux qu'ils ont pu réaliser dans leur rapport et les propositions qu'ils ont portées à ce jour. Et après, on reviendra aux amendements que nous, on avait déposés et bon, qui, entre autres, ont été jugés irrecevables. Mais je crois que maintenant, toutes les personnes qui nous suivent sur Twitch connaissent très bien la procédure d'irrecevabilité. Donc, peut-être Quentin Parinello ou Alexandre, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Peut-être juste pour rebondir, et je vais céder la parole à Alex très rapidement, mais le gouvernement, ils sont contre une forme de conditionnalité, c'est la conditionnalité sur les aides aux entreprises. En revanche, ça ne leur pose pas du tout de problème de mettre des conditions, notamment sur les aides type RSA. Lorsqu'on a parlé de l'extension du RSA au plus précaires, il y a eu tout un débat sur comment on pourra contrôler. Donc finalement, il y a un vrai deux poids, deux mesures dans les aides d'État qui sont apportées pendant cette crise, et je pense que c'est un bon préambule parce qu'il y a une forme d'idéologie il y a des conditionnalités qui sont bonnes et des conditionnalités qui sont mauvaises. Toute la question qu'on essayait de porter, nous, finalement, les associations comme Oxfam, mais aussi la Fondation Nicolas Hulot, c'est de dire qu'il ne fallait pas répéter les mêmes erreurs qu'après la crise de 2008 et de faire repartir l'économie sans se poser la question des inégalités et sans se poser la question de la diminution des émissions de CO2, notamment des grandes entreprises, parce qu'on est dans une décennie charnière pour opérer le grand virage dans la transition écologique. Et si on ne le fait pas maintenant, on va très vite être face à un mur. Voilà, donc c'est juste un préambule pour aussi rappeler qu'il y a une forme d'idéologie dans la question des contreparties et des conditionnalités. Alexandre, je te recède la parole peut-être pour représenter nos travaux d'abord. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors oui, en fait, en préambule, il faut peut-être revenir à pourquoi on est aujourd'hui autour de la table pour parler de conditionnalité. C'est que l'année dernière, au moment du début de la crise sanitaire, donc des milliards d'euros ont été injectés dans les entreprises. Et à ce moment-là, on s'est mobilisé, que ce soit des députés ou la société civile, pour dire tout cet argent qui bénéficie aux grandes entreprises, c'est le temps de demander des contreparties aux entreprises. Pour la première fois, l'État a en général ce pouvoir-là, mais l'État a le pouvoir de définir des règles plus spécifiques à des entreprises, où en général, dans un cadre néolibéral, c'est vrai que les entreprises sont vues comme celles qui ont le pouvoir absolu et qui n'ont pas forcément besoin d'aide d'État. Mais en réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'aide d'État. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, c'est l'occasion de pouvoir penser non pas seulement le monde d'après, mais un monde d'après avec les entreprises de demain. Et donc, afin de favoriser ces entreprises de demain, on s'est dit, l'État a un levier d'action, a de l'argent, tient les entreprises à bout de bras et soutient les entreprises qui sont en difficulté économique et va pouvoir demander des conditionnalités. Donc, comme vous l'avez rappelé, Madame Cariou, en général, les entreprises bénéficient de beaucoup d'argent public. On pourra revenir sur les chiffres plus tard et ce n'est pas un sujet qui est dans l'actualité depuis la crise sanitaire, mais il se trouve que pendant la crise sanitaire, des milliards ont été injectés. À nouveau, c'est au cœur de l'actualité puisqu'il y a 3 jours, Air France a bénéficié de 3 milliards d'euros d'aide de la part de l'État avec des conditionnalités écologiques qui, il faut le dire, sont très bancales. On pourra en parler par la suite. Ceci étant dit, la première chose qu'il faut savoir, si on parle je vous propose d'abord qu'on parle de conditionnalité écologique, et après on pourra peut-être venir sur les conditionnalités sociales, sur les enjeux sociaux de partage de la valeur ajoutée. Je laisserai Quentin
préciser cela. Mais tout ce qui est, puisque là on parle quand même d'un projet de loi climat, et donc de tout ce qui est enjeux environnementaux, et donc peut-être là, le challenge le plus gros qu'on a à faire face d'ici la fin du siècle, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin que nous respections une trajectoire de moins de 2 degrés, pour ne pas se retrouver sur une planète morte. On a donc commencé à demander des conditionnalités écologiques aux entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs qui polluent le plus en France, ce sont les entreprises. Si on prend les 4 plus grandes entreprises qui polluent en France, chacune de ces entreprises a une empreinte carbone, donc a des émissions de gaz à effet de serre supérieures à l'ensemble de la France. Donc, lorsqu'on demande aux citoyens de faire des efforts, lorsqu'on demande à l'État de faire des efforts, c'est justifié, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant si on ne s'attaque pas au cœur du problème, qui sont les grandes entreprises et qui sont les premiers pollueurs. Donc, on a essayé de faire, c'est ce qu'on a essayé de dresser comme constat. Et donc, on a sorti un rapport Oxfam il y a plus d'un mois où on a analysé à la fois les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, l'empreinte carbone des entreprises aujourd'hui, du CAC 40, donc les plus grandes entreprises françaises, et on a aussi regardé leurs engagements climatiques, de combien elles se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en prenant en compte ces 2 leviers-là, grâce à des données de Carbone 4, qui est donc un cabinet qui a été créé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, qui sont tous les deux membres du Haut Conseil pour le climat, on a constaté que les entreprises du CAC 40 nous emmènent à une trajectoire de réchauffement climatique à 3,5 degrés, donc bien loin des 1,5 degrés définis dans l'accord de Paris, et que donc aujourd'hui, les grandes entreprises françaises ont le pouvoir à elles seules d'exploser les émissions de gaz à effet de serre mondiales et ne sont pas du tout dans une démarche de transition écologique. Donc il faut bien avoir cela en tête et se dire aussi que un des enjeux fondamentaux de la transition écologique, un des enjeux fondamentaux pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'encadrer les activités des grandes entreprises. Donc, on pourra revenir sur les demandes spécifiques qu'on a de notre côté, mais en préambule de la conversation, c'était important de comprendre que les entreprises ont un pouvoir considérable pour effectuer la transition écologique, pour à la fois aussi entraîner l'ensemble de leur chaîne de valeur, entraîner toutes les PME qui dépendent de ces entreprises-là, pour aussi protéger leurs salariés. Parce que derrière, si les entreprises aujourd'hui n'enclenchent pas la transition écologique, si les entreprises aujourd'hui, par exemple, si on prend un modèle comme Total qui reste dans des activités industrielles fossiles, alors que l'avenir, c'est les renouvelables, en fait, ils mettent en péril aussi leurs salariés. Donc, ce n'est pas qu'un enjeu de transition écologique, c'est aussi un enjeu de transition sociale et de sauvegarde de l'emploi à court terme. Donc ça, c'était juste pour le constat sur les entreprises en général et leurs émissions de gaz à effet de serre. Peut-être, Quentin, je te laisse la parole sur les enjeux sociaux au sein des entreprises et de partage de valeur ajoutée. Très rapidement, pour rendre la parole après. On portait également un deuxième message pendant le début de la crise, c'était de dire que les entreprises qui bénéficiaient d'aides d'État ne devaient pas verser de dividendes. Donc, il fallait une condition de pas versement de dividendes parce qu'il était inacceptable et impensable qu'un seul euro d'aide publique, finalement, aille servir à rémunérer des actionnaires qui, de fait, pendant la crise, ne prenaient pas de risque. Pardon, on fait un tout petit tour en hémicycle peut-être pour préparer le débat. On pourra discuter après de ce qui se passe. Attends, Cédric, on finit juste ce que disait Quentin et puis ensuite tu nous diras ce qui se passe dans l'hémicycle. Vas-y, Quentin. Très rapidement, pour après redonner la parole à Cédric Villani. Donc, ça a été un message qu'on a porté pendant la crise, de dire attention, il faut mettre une vraie régulation, une vraie conditionnalité, pas de dividendes si vous bénéficiez d'aide publique. Ce message, il a été refusé fermement par le ministre de l'économie. Du coup, ça a été même un demi-échec puisqu'on a vu qu'il y a plus de la moitié des entreprises du CAC 40 qui ont versé des dividendes pendant la crise. Et ce sujet, il a un lien avec le climat parce que au-delà même de la crise, ce qu'on observe dans un certain nombre de grandes entreprises, c'est une tendance à verser plus de dividendes qu'elles font de bénéfices et finalement de piocher dans leurs réserves pour payer leurs actionnaires. Or, lorsqu'elles piochent dans leurs réserves, c'est autant d'argent en moins qui n'est pas investi dans la transition bas carbone. Ce constat, ce n'est pas uniquement celui d'Oxfam. Juste pour finir là-dessus, c'est également celui de la Commission européenne qui a publié un rapport très récemment là-dessus en s'inquiétant du poids de plus en plus fort de la rémunération des actionnaires dans les revenus des entreprises et que ça avait un impact très négatif sur l'investissement des entreprises. Donc, il y a un lien entre très fort versement de dividendes et lutte contre le changement climatique. Alors, merci Quentin. Alors,
plus globalement, ce phénomène d'augmentation des dividendes dans les grands groupes, c'est un phénomène qu'on observe depuis 20 ans de manière assez massive, et c'est lié très clairement aussi à ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est le fait aussi que les entreprises soient transmises et tournent de fonds d'investissement en fonds d'investissement. Alors, on a certes l'impact des grands groupes, mais aussi on a, vous savez, ces fonds qui rachètent des entreprises, qui les cèdent au bout de 3-4 ans en essayant, en faisant ce qu'on appelle la bascule. Donc, entre-temps, ils piochent du dividende, après, ils encaissent des plus-values. Tous ces produits-là, dividendes et plus-values, sont largement défiscalisés. Et ça, c'est un autre sujet qui vient bien au-delà des aides publiques, qui est l'existence de niches massives à l'impôt sur les sociétés, qui sont le régime Murphy, c'est le régime des dividendes intra-groupes, et aussi la fameuse niche Copé en France, mais qui existe aussi ailleurs, partout dans le monde, c'est-à-dire l'exonération des plus-values. Et donc ça vous pousse à financiariser le produit, faire en sorte plus que de créer de l'investissement productif, de l'investissement qui permettrait aussi de la transition écologique, puisque réinvestir, moderniser son appareil productif, ça permet aussi de mettre en œuvre des nouvelles techniques moins polluantes. Mais en fait, ces exonérations des dividendes et des plus-values de manière massive poussent les entreprises à externaliser le plus possible de profits de cette manière-là, au lieu de réinvestir dans l'entreprise. Et ça, on voit le lien direct entre la fiscalité, le niveau de fiscalité et des comportements induits. On pourrait aussi dire que la fiscalité et les niches fiscales qui existent aujourd'hui incitent à les produire à l'autre bout du monde, là où les salaires sont très très bas, et parce que les profits qui sont réalisés dans ces pays asiatiques, etc., remontent en France sous forme de dividendes qui sont eux-mêmes défiscalisés. Donc en fait, tout pousse les pays occidentaux à aller produire dans des pays à bas coût du travail, à basse fiscalité, et à rapatrier des milliards, des centaines de milliards de profits non fiscalisés en Europe et aux États-Unis, à vrai dire. Et donc, on voit un système très vicié avec ce partage mondial du travail qui génère finalement aussi des désordres en matière d'écosystème et de transition écologique. Alors, avant de donner la parole à Samuel, donc je vais donner la parole à Cédric pour qu'il nous dise un peu où on en est dans les débats. Cédric, tu nous dis où en est la discussion? Je ne sais pas s'il nous entend. Alors, peut-être que Cédric est un peu déconnecté là. Oui, voilà. C'est bon? Il y a une discussion, vous m'entendez bien là? Il y a une discussion fort intéressante en hémicycle en ce moment sur les questions de droit de l'eau, avec un article 19 qui veut porter les bases d'une protection des systèmes aquatiques, augmenter le droit de l'environnement pour que ça permette de définir des choses telles que les restaurations, les droits et devoirs. Mais même cet ajout un peu cadre général pose problème et plein d'obstacles. Alors, dans quelques instants, je vais passer la parole ici en hémicycle avec moi à la députée Frédérique Tufnel, qu'on connaît bien à EDS, elle était avec nous, qui suit ces affaires d'eau, qui pourra nous dire quelques petits mots sur ce qui est en train de se passer, quel est l'enjeu et pourquoi est-ce que ça conteste. Je pense que la un peu complexe qui est venu voir. Alors, juste un mot. Donc, Frédérique Tufnel, elle était membre du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est une députée qui a beaucoup travaillé sur les sujets de gestion des ressources en eau. Et donc, je la salue, Frédérique, qui était venue d'ailleurs dans ma circonscription en Meuse, tenir une conférence avec les agriculteurs meusiens, justement sur la ressource en eau. Vous savez que en France, dans de plus en plus de régions, on a des problèmes de gestion de l'eau, on a des problèmes de gestion de l'eau parce qu'on a des sécheresses qui se succèdent d'année en année, et puis aussi on a un aménagement du territoire qui a fait qu'aujourd'hui l'eau n'est plus retenue dans nos sols pour toute une série de raisons que Frédérique Tufnel connaît très bien. Donc Frédérique, peut-être dis-nous un mot des enjeux du débat dans l'hémicycle en ce moment. Vous m'entendez? Oui. On t'entend, oui. Bonjour, donc, je ne sais pas si pas d'être trop fort, je ne suis pas très habituée à vous parler comme ça, mais bon, bonjour à tous. Pour vous dire que cet article 19, il est primordial, parce que si on ne règle pas cette question de l'eau, on ne réglera absolument pas aucune transformation écologique de notre pays ou de l'économie. C'est-à-dire que l'eau, c'est la ressource principale pour absolument gérer les usages industriels, agricoles et de l'environnement, et même de l'eau potable. On sait qu'il y a un rapport intéressant, le rapport Drias de Météo France qui vient de sortir, qui explique la hausse des températures et la baisse des nappes
dans nos écosystèmes aquatiques. Et donc, il faut absolument qu'on les protège. Et à l'article 19, là, on est en train de débattre, justement, c'est de renforcer la protection des écosystèmes à l'article 1er du Code de l'environnement, de l'article 211-1. Pourquoi? Parce qu'en le mettant à l'article 1er, on réaffirme qu'il faut protéger les écosystèmes pour que l'eau puisse s'infiltrer dans l'environnement. On a l'eau autrement qui est à partager, on a des usages. Alors tout le monde réagit là, sur les usages agricoles en disant il faut absolument qu'on ait notre part. Mais c'est une réaction pour moi qui n'est pas logique. On doit tous se réunir sur un sujet, c'est de conforter l'usage de l'eau et la quantité suffisante d'eau, une eau en eau abondante dans nos écosystèmes. On ne peut pas faire autrement, sinon on part à une guerre de l'eau. Et c'est déjà pratiquement parti. Hein. Les discussions sont dures. Mais bon, la rapporteure et la ministre sont assez fermes. Et je pense que les amendements de modification de l'article vont passer. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous laisse, je vais suivre les débats. Encore. Merci Frédéric. Donc, je rappelle que Frédéric Tufnel a été rapporteur d'un rapport sur la gestion de l'eau, des ressources en eau en France, qu'elle a développé une grande expertise sur le sujet. Et en fait, ce sujet, il est d'une importance primordiale pour plein de raisons, hein, et notamment sur la préservation de notre agriculture. Et on le voit aujourd'hui, les agriculteurs, maintenant, ils sont en discussion aussi avec toutes les personnes qui portent les enjeux écologiques parce qu'eux-mêmes subissent la rareté de la ressource en eau. Donc, l'enjeu de l'eau, effectivement, je pense qu'il est primordial. Cédric, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parce que sinon, je passerai la parole à Samuel. Non, je crois que qu'est-ce que tu peux nous parler des jeunes qui ont été dispersés tout à l'heure? Ah, les jeunes, je suis allé à leur rencontre sur la place Édouard Herriot. Je suis arrivé juste quand il restait plus presque personne. Ils étaient quasiment tous partis. Je suis arrivé quelques minutes après cette évacuation. Les policiers étaient très courtois mais très fermes sur le fait qu'ils ne devaient pas rester place Édouard Herriot. Je les ai accompagnés. On a tourné une mini-vidéo. Il y avait 3-4 députés qui étaient là. Hein. Il y avait Larsonneur, il y avait Houbron, il y avait Annie Chapelier, aussi notre ex-collègue de EDS, donc des députés dont on sait qu'ils sont très concernés par l'environnement à des degrés divers. Et franchement, je trouve que c'était complètement disproportionné comme réaction des forces de l'ordre, absolument disproportionné. Cédric, alors du coup, la raison qui a été invoquée, enfin, ils ont été verbalisés pour ils ont été verbalisés, ils se sont filmés en train de se faire verbaliser. Évidemment, c'est les questions sanitaires, rassemblement, mais ouais. Mais et puis aussi, on se dit que bon, enfin, franchement, ils n'étaient pas bien menaçants, ces petits jeunes, pas bien inquiétants, pas un grand risque pour la République. Oui, quel dommage, parce qu'ils intervenaient régulièrement sur Twitch et même tous les après-midi, hein, puisqu'on s'était proposé d'aller les interroger tous les après-midi sur Twitch. Et ça apportait beaucoup de fraîcheur et même d'optimisme, je veux dire, dans tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Ouais, puis j'avais promis de leur apporter des chocolats de Pâques. Il faudra que j'aille leur en chercher. Ça fait tellement plaisir quand on voit ces jeunes qui s'engagent. C'est pas la première fois qu'on voit les jeunes engagés mordicus pour l'environnement. Évidemment, c'est leur sujet parce qu'ici, chaque fois qu'on parle d'environnement, on parle de l'avenir et il faut l'encourager. Il ne faut pas les décourager à coup de verbalisation. Bon, merci Cédric. Effectivement, enfin, nous, on essaie en tous les cas d'être en maximum en lien avec toutes les manifestations de la société civile, hein, que ce soit les ONG, toutes les associations organisées, mais bien évidemment, les mouvements de manifestation, enfin, on le voit, la gestion sanitaire étouffe d'une certaine manière partiellement la démocratie. Alors, ça vaut dans l'hémicycle avec les sujets de délégation de vote, le fait qu'on n'ait pas de méthode de vote électronique qui nous permette de voter à distance aujourd'hui, et puis le fait qu'on interdise les manifestations. C'est vrai que cette crise sanitaire, elle en est là. On espère que ça ne va pas durer. Bien évidemment, tous les enjeux de vaccination, ils sont absolument cruciaux aussi pour qu'on reprenne une vie publique, une vie citoyenne le plus engagée possible. C'est très difficile de faire de la politique aujourd'hui. Nous, on l'a vu, on a réussi à monter un groupe parlementaire, le groupe EDS, au moment du premier confinement par voie de visio. Entre-temps, avec notamment Delphine Bagari, qui est présente aussi aujourd'hui, nous avons monté un parti politique, les Nouveaux Démocrates, aussi par visio.
Ça a ses limites aussi dans le débat démocratique. C'est vrai que la politique, les engagements sociétaux, c'est aussi des actions collectives. Et donc là, on le voit, les manifestations interdites, ça empêche cette expression publique qui est quand même une tradition française, la tradition de la manifestation dans les rues. Alors, je vais donner la parole maintenant à Samuel Leray, qui est responsable plaidoyer de la Fondation Nicolas Hulot. Alors, peut-être que toi aussi, Samuel, tu peux nous dire un peu comment la fiscalité, la régulation financière et fiscale, elle peut aussi avoir une incidence dans la transition écologique et finalement accompagner, mais d'une manière un peu contraignante, les entreprises à aller vers cette transition. Il faut que tu ouvres ton micro. Pardon. Bonjour à tous. C'est effectivement un sujet qui est au cœur du travail de la Fondation Nicolas Hulot depuis maintenant plus de 10 ans. Et c'est la question aussi du comment est-ce qu'on rapproche la question de justice sociale et la question écologique. Nous, on a pas mal travaillé depuis le confinement sur cette question-là. Et je voulais revenir sur un point qui a été abordé, c'est la question de l'empreinte carbone. Parce que cette question d'empreinte carbone, c'est essentiel et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment expliqué pourquoi c'était essentiel. L'empreinte carbone, c'est les émissions qui sont produites en France, mais aussi toutes les émissions qui sont importées. Par exemple, si vous consommez, si vous achetez un téléphone portable, il y a de très fortes chances qu'il ait été produit à l'autre bout du monde. Du coup, ces émissions, elles ne vont pas compter en tant qu'émissions pour la France, elles vont compter pour des émissions chinoises, par exemple, si elles ont été produites en Chine. Et c'est là un peu où il y a un jeu de dupes qui est organisé par la France, mais d'une manière générale par les pays du Nord, puisqu'on a délocalisé complètement nos émissions. Et en France, c'est assez flagrant, puisque quand on regarde les chiffres, on a baissé nos émissions de 20% depuis 1995. Donc on pourrait se dire, bon, on a déjà fait une partie du travail. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans le même temps, on a doublé nos émissions importées. Donc, in fine, on a augmenté notre empreinte carbone, et donc c'est un mauvais plan pour les questions évidemment écologiques, puisque les émissions n'ont pas baissé. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le redire, il y a des différences de normes sociales, ça on y pense souvent, c'est la question des salaires, mais il y a aussi une question des normes environnementales. Si vous avez des obligations de production dans des usines ou si vous avez des obligations de production en matière agricole, les règles ne sont absolument pas les mêmes si vous produisez au Brésil ou dans l'Union européenne. Donc ça, c'est des vrais enjeux, c'est ce qu'on appelle, on parle beaucoup du dumping social, mais il y a le dumping environnemental, donc c'est un affreux anglicisme, mais ce qui veut dire que les règles ne sont vraiment pas justes. Et nous, ce qu'on voulait proposer ensemble, et on l'a travaillé avec Oxfam, mais aussi Greenpeace, le réseau Action Climat et le WWF, on a travaillé ensemble à des propositions qui visaient justement à permettre aux grosses entreprises de s'adapter et de se préparer à cette transition écologique. En aucun cas, nous, et ça c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on peut dire, on ne veut pas opposer économie, écologie, on ne veut pas opposer social, écologie, on pense que tout ça va de pair. Et comme ça va de pair, il faut prévoir ces moments de transition. Et notre proposition, qui ne sera pas débattue malheureusement, puisque tous ces amendements ont été jugés irrecevables, et c'est vraiment dommage, c'était de d'imposer à toutes les entreprises déjà de calculer leur empreinte carbone. Parce que déjà, elles ne le font pas. Donc, on a du mal à savoir, ou elles le font mal, de savoir combien est-ce que chaque entreprise émet. Le second point qu'on voulait, c'était les obliger de prendre des plans climat. Donc, d'expliquer comment elles allaient baisser leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 pour tenir les objectifs climatiques, les objectifs qu'on s'est fixés collectivement à Paris en 2015 lors de la COP21, c'est-à-dire de limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, voire de tout faire pour rester à 1,5 degré. Et donc, ça nécessite des baisses d'émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs. Évidemment, en fonction d'un secteur économique, les règles et les obligations vont devoir différer. Et c'est là où la puissance publique était très utile, puisqu'elle devait fixer des trajectoires en fonction des secteurs. Évidemment, si vous êtes dans le bâtiment, si vous êtes dans l'agriculture, les trajectoires et les rapidités de trajectoire vont devoir différer. Et ça, on l'avait évidemment pris en compte. Et ce qu'on voulait, c'est qu'à la fin, une fois que chaque entreprise avait fixé son objectif climatique, qu'il était compatible avec l'accord de Paris, il devait aussi expliquer les investissements qui sont nécessaires. Et les investissements, pour expliquer notamment les matières de transformation. La transition écologique, ça nécessite de transformer la manière dont on travaille. Et donc, ça nécessite de former les salariés pour laisser personne de côté. Et enfin, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une vérification
in fine, de l'État et une sanction pour les entreprises qui ne respectaient pas leurs engagements. Mais l'objectif, c'était vraiment de proposer et d'imposer aux entreprises de se préparer à l'économie de demain. Puisqu'en France, on a souvent du retard. Là, c'était de leur permettre de prendre de l'avance. Puisqu'on le sait, sur tous les grands enjeux de l'économie de demain, la France et l'Union européenne est vraiment en retard. On le voit par exemple sur la production des batteries. Actuellement, on a pris énormément de retard et nos entreprises ne sont pas du tout au niveau, que ce soit Renault, Peugeot, mais aussi une majorité d'entreprises allemandes, parce qu'on n'est pas capable de produire les batteries dans l'Union européenne. Elles sont produites ailleurs et globalement en Chine, et on est obligé de les importer. Et donc ça, c'est un des vrais enjeux qu'on porte. Donc il y avait cette question de régulation et un autre sujet. Juste Samuel, donc effectivement, ça c'était l'amendement 1574 que j'ai déposé avec mes collègues d'EDS. Donc c'est un amendement, on avait un peu déjà travaillé ce sujet-là dans notre projet de loi de finances pour 2021, hein, tu t'en souviens. Alors nous, ce qu'on fait aussi avec les députés du groupe EDS, c'est que tous les amendements qu'on travaille avec les ONG ou les sources, c'est-à-dire que dans un amendement, vous avez le texte de loi qui est exposé, celui que vous allez transformer. Donc là, vous écrivez du code, soit le code général des impôts. Là, en l'occurrence, c'était le code du commerce qu'il fallait modifier pour tous ces engagements-là. Et puis ensuite, vous avez l'exposé sommaire où on explique un peu concrètement dans quel contexte s'inscrit cet amendement et à quoi il sert. Et en fait, nos amendements qu'on travaille avec les ONG ou les sources, c'est-à-dire qu'à la fin d'amendement, on explique, voilà, cet amendement a été travaillé avec Oxfam France, avec le RAC, le réseau Action Climat, et on explique avec quelles organisations de la société civile on a travaillé. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler des lobbies, les lobbies. Alors, les lobbies, ça peut être des professionnels qui viennent parler de tel ou tel sujet, et bien évidemment qu'il faut parler avec les professionnels d'un secteur socio-professionnel sur lequel on est en train d'agir. Cela étant, ce qui est important, c'est de le faire en toute transparence. Et nous, quand on travaille avec les ONG, on le dit, on travaille avec quelles sont les personnes qui sont intéressées au sujet et comment on a élaboré un amendement. Ce qui n'est pas acceptable, en revanche, c'est que des lobbies, notamment de la finance, qui sont très actifs à Bercy, interviennent en permanence dans les projets de loi sans que finalement on en voit la trace nulle part dans les débats parlementaires. Et ça, c'est très choquant. Et donc, nous, on a décidé de travailler en toute transparence avec notamment les députés qui sont présents aujourd'hui. Samuel, je te laisse finir ce que tu voulais dire. Mais sur ce point, qu'on nous pose souvent la question, c'est quelle est la différence que vous voyez dans nos trois titres on est responsable plaidoyer, la différence entre le plaidoyer et le lobby. Et c'est hyper important, mais pour tout le monde associatif d'une manière générale, c'est que nous, chacun d'entre nous, effectivement, on rencontre des députés, on rencontre les ministres, on rencontre les administrations et on essaye de porter des propositions. Mais la différence avec du lobby, c'est que nous, on ne défend aucun intérêt privé. C'est-à-dire que moi, et je pense que c'est la même chose chez Oxfam, on n'a pas de prime si on arrive à faire passer un amendement et nos employeurs ne vont pas gagner plus de sous et ne vont pas s'enrichir parce qu'on aura fait ce travail-là. Et c'est la différence avec des lobbyistes qui vont travailler pour des entreprises, parce que nous, on défend l'intérêt général. Et cette différence entre plaidoyer et lobby, et souvent on nous dit on est des lobbyistes. Peut-être que certains le pensent et le disent, mais nous, la vraie différence, c'est la question de la notion d'intérêt général qui n'est pas le cas d'intérêt privé. Ce qui ne veut pas dire que les lobbyistes sont le démon. Non, effectivement, ils doivent pouvoir s'exprimer et expliquer un certain nombre de choses. Et c'est bien que ce soit fait, mais il faudrait effectivement que ce soit fait en transparence. Et ça, pour le coup, nous, côté associatif, on a vraiment une longueur d'avance parce que vous trouverez toutes nos positions sur nos sites internet. On les dit, on dit nos rendez-vous. Et donc, c'est vraiment très bien d'avoir des parlementaires qui commencent vraiment à transformer la manière d'être fait, parce que je peux vous dire qu'avant 2017, ça existait très peu d'avoir des parlementaires qui citaient les sources des amendements quand ils reprenaient nos amendements et notamment des amendements des associations. Et pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, l'une des questions qui est fondamentale côté fondation, c'est la question de la régulation de la mondialisation. Parce qu'en fait, tout ce dont on a abordé aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut transformer la mondialisation pour qu'elle soit plus juste. Nous, le constat qu'on a fait, on l'a fait avec, autour de Nicolas Hulot, il y avait Mathieu Orphelin à l'époque qui était dans l'équipe de la FNH. Après la COP21, on a vu qu'il y avait un trou immense dans la raquette de l'accord de Paris, qui était la question du commerce international et des échanges, mais des flux d'une manière générale, qu'ils soient financiers ou de marchandises. Et cette question-là,
la Commission européenne, par exemple, était venue pour négocier à l'accord de Paris avec un ordre de négociation qui était de ne surtout prendre aucune disposition qui pourrait limiter les échanges internationaux. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à travailler et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis les années 80-90, aucun chercheur, il n'y avait plus aucun économiste qui travaillait sur la question de régulation. On avait pris le dogme du libre-échange, il fallait changer toujours de plus en plus, que plus on échangeait, plus ça permettrait d'avoir de la croissance et plus ça permettrait d'avoir du développement, était rentré dans les têtes et il n'y avait plus aucun débat d'idées sur ce sujet-là. Et en fait, on se retrouvait dans une position, et c'est ce qu'on essaye de changer, nous, côté Fondation de Nicolas Hulot, mais on le fait avec d'autres organisations, c'est entre le libre-échange sans règles qui est mis en place actuellement et le protectionnisme défendu par le Rassemblement national sans vraiment de proposition, en fait, qui est de s'enfermer et se barricader chez nous. Il existe une troisième voie, une voie alternative que nous, on a appelée le juste échange. Et le juste échange, c'est un ensemble de mesures qui permettent à la fois de relocaliser et à la fois d'échanger de manière régulée avec les mêmes règles. Je vous donne un exemple. Par exemple, la question des marchés publics, qui est une question qui se traitera forcément au niveau européen. Mais actuellement, dans les marchés publics, on est le seul endroit au monde à ne pas pouvoir faire ça. On ne peut pas mettre de critères de localité. Donc, quand vous construisez un bus, un métro, vous ne pouvez pas faire travailler des entreprises qui sont localisées. Et donc, du coup, c'est toujours la course à l'entreprise la moins chère. Et souvent, l'entreprise la moins chère, parce qu'il y a moins de règles sociales, parce qu'il y a moins de règles environnementales, et ben, c'est une entreprise qui est à l'autre bout du monde. Et donc là, on va sur une course au moins-disant social environnemental. Et nous, ce qu'on propose, c'est de mettre des règles à l'importation. C'est ce qu'on appelle le juste échange côté Fondation Nicolas Hulot. Et c'est sur ça qu'on travaille et on espère qu'on va pouvoir avancer dans les années qui viennent. Merci Samuel. D'ailleurs, tu abordes un sujet très important, un levier très fort qui est celui de la commande publique. La commande publique, c'est-à-dire c'est l'État et les collectivités territoriales qui vont actionner des marchés publics, faire des commandes, faire de l'investissement. Et aujourd'hui, l'État et les collectivités, ce n'est pas uniquement des producteurs de normes, ce n'est pas uniquement les garants de l'autorité dans un territoire, mais ce sont aussi des agents économiques. Et ils impulsent un certain nombre d'investissements. Ils disposent en fait de leviers économiques très forts par le biais de l'argent public et qui pourraient imposer finalement aux entreprises un certain nombre de conditionnalités et de comportements environnementaux. Donc ce levier de la commande publique aujourd'hui, je l'ai dit au niveau européen, finalement, on autorise en Europe ce qui est pas autorisé aux États-Unis, par exemple. Ça fait des années qu'on parle d'un Small Business Act réellement efficace pour promouvoir les PME européennes. On n'y est pas encore. Et bien évidemment qu'au-delà d'essayer de faire travailler les entreprises locales, on a le sujet de cette transition environnementale, des conditions même de la réalisation des marchés publics, où là, l'Europe pourrait effectivement imprimer une vraie impulsion. Alors, cela étant, moi, je pense qu'on n'en prend pas vraiment le chemin, parce que je pense qu'il ne vous a pas échappé que dans la loi accélération et simplification de l'action publique, on a dérégulé une partie des marchés publics, et dans la loi de finances pour 2021 aussi, pour accélérer le plan de relance et finalement le déversement d'argent dans la commande publique de manière beaucoup moins régulée que jusqu'à présent, notamment en termes de transparence des marchés publics. Donc ça, c'est très dangereux. D'ailleurs, nous l'avions dénoncé. C'est pour ça que c'est en partie pour ça, mais pas uniquement, parce qu'il y avait d'autres sujets environnementaux qui étaient posés par cette loi ASAP, accélération et simplification de l'action publique. Mais la dérégulation, la déréglementation des marchés publics, c'est extrêmement grave pour plusieurs raisons. Alors, la première des raisons, c'est la corruption. Quand on ne régule pas, quand on ne fait pas des procédures de contrôle sur la commande publique, potentiellement, on a des sujets de corruption, on a de l'argent qui peut être détourné ou on peut faire du clientélisme de cette manière-là, et notamment au point de vue des collectivités locales. Et puis derrière aussi, si on ne régule pas, finalement, on ne favorise pas nos entreprises les plus proches, on favorise les entreprises qui effectivement pratiquent le moins 10 ans, on ne fait pas forcément de la qualité, donc il faut refaire les travaux. Donc, en fait, c'est beaucoup de gaspillage d'argent public, mais aussi en termes de ressources naturelles, c'est du gaspillage. Donc, finalement, cette vision-là, elle est pas, c'est des visions de courte vue.
en tous les cas. Delphine, tu voulais intervenir? Oui, parce qu'il y avait une question sur le Twitch et je sais que Samuel voulait bien répondre. C'était Béatrix Kido05 qui disait « Transformer la mondialisation, on en rêve, n'est-ce pas un peu utopique? Est-ce que c'est vraiment possible? Ce n'est pas une décision unilatérale. » Alors, évidemment, ce n'est pas une décision qui est unilatérale, mais je pense que les politiques et le politique a démissionné complètement de la volonté de réguler la mondialisation. Et il y a des propositions où on peut faire des choses. Alors, évidemment, c'est des choses qui ne sont pas faisables à un simple niveau national. C'est aussi pour ça que nous, à la Fondation Nicolas Hulot, on pense que c'est à l'Union européenne d'agir. Mais je vais vous donner un exemple sur un sujet très précis qui est la question de l'agriculture. En agriculture, depuis 2005, on a augmenté de 28% de nos importations. C'est-à-dire qu'actuellement, en agriculture, on importe de plus en plus de produits agricoles. Là, on se dit, mais du coup, pourquoi, comment, est-ce que c'est parce que notre capacité d'achat est plus faible? En fait, c'est pas ça. C'est parce que les produits qui rentrent dans l'Union européenne, on autorise, et c'est la mondialisation qui veut ça, c'est les règles du commerce international actuelles qui l'autorisent, autorisent le fait de laisser entrer des produits sur le marché européen qui ont par exemple été traités avec des pesticides interdits, qui ont par exemple été sur la viande sans règles de bien-être animal. Ça, c'est une décision européenne, elle peut le faire en étant compatible avec le droit de l'OMC, je le précise bien, qui est de mettre un règlement européen sur les mesures miroirs. Les mesures miroirs, c'est tout simple, c'est on dit les règles de production de l'Union européenne, donc on interdit un pesticide, on interdit une pratique agricole, par exemple, on oblige par exemple le fait de mettre des règles en matière de transport animal. Ces règles-là doivent s'appliquer aux produits importés. Sinon, ça ne rentre pas. Ça, c'est une manière de réguler tout simplement la mondialisation sur la question des produits agricoles. Pourquoi? Parce que du coup, les produits qui voudront aller sur le marché européen, qui reste un des marchés les plus rémunérateurs au monde sur la question agricole, seront obligés de s'adapter. Et donc, on ira à une course vers le mieux-disant environnemental et social plutôt qu'une course au moins-disant, comme c'est le cas aujourd'hui, où actuellement, parce que ce règlement n'est pas mis en place, on a des risques de recul environnementaux. C'est par exemple le cas sur les farines animales, où on est en train de réautoriser l'usage des farines animales. Vous savez qu'on avait interdit à cause de la crise de la vache folle. On est en train de les réautoriser parce que notre agriculture est moins compétitive, nos éleveurs sont moins compétitifs et que du coup, ils ne peuvent pas rivaliser sur le marché européen avec la viande importée qui est nourrie avec les farines animales. Donc vraiment, sur la question de la régulation de la mondialisation, c'est un vrai sujet sur lequel on doit être moteur. Et actuellement, la France se laisse complètement marcher sur les pieds et l'Union européenne également. Et on autorise un libre-échange sans règles. Donc la question, c'est est-ce que l'Union européenne, sur tous les produits qu'elle importe, qu'ils soient agricoles ou non, va commencer à réguler ou on va continuer à ouvrir et à laisser entrer n'importe quoi? Quentin, les réagir aussi. Oui, non, mais en fait, on est sur des sujets où en face de nous, on a des personnes qui nous parlent technique, en disant non, mais c'est comme ça, voilà, voilà l'articulation technique. Mais l'économie, c'est un sujet fondamentalement politique. C'est-à-dire comment on décide de créer de la valeur, comment on décide de la partager, avec qui on fait des échanges, c'est un sujet qui est éminemment politique. Or, on a décidé de se baser sur un modèle politique, on l'a dit plusieurs fois, c'est le mot anglais, le dumping sur la concurrence sans entrave. C'est une idéologie politique. Aujourd'hui, la question, c'est quelle valeur on met en face de l'objectif de cette idéologie politique qui est la croissance économique. Est-ce qu'on se dit la croissance économique, c'est l'alpha et l'oméga, et il faut de la croissance économique, et tant pis pour le reste? Ou est-ce qu'on met des valeurs en disant la farine animale, ça a un impact sur la santé humaine ou autre? Ou on se dit les inégalités, ça a un impact, ça fracture la société. Le changement climatique, ça met en péril la survie même de l'espèce. Bon, il y a certaines valeurs qui commencent à remonter et on se dit, attention, ça pourrait même avoir un impact indirect sur la croissance économique. Donc, je pense que déjà, sur la question utopique, il faut se dire que c'est pas technique versus de l'utopique. Il y a énormément de politique en face sur les sujets de mondialisation. Et sur le côté décision unilatérale, pour vous donner un exemple qui est un peu sur un sujet un peu annexe, qui est celui de la fiscalité, pendant des années, on nous a dit que la bonne manière de faire de la fiscalité, c'était de baisser les impôts pour attirer les investissements des entreprises, sans forcément avoir énormément de preuves empiriques dessus. On commence à en revenir et là où il y a des années, on était en train de dire il faut baisser les impôts, il faut baisser les impôts, il faut baisser les impôts.
on voit un pays comme les États-Unis qui, la semaine dernière, a annoncé « nous, on va augmenter nos impôts ». On va augmenter nos impôts parce qu'on a besoin de payer un plan de relance qui va nous permettre d'enclencher la transition écologique, qui va nous permettre de répondre à l'urgence sanitaire, qui va nous permettre de s'attaquer à la pauvreté. Et ce plan-là, il permet effectivement de prendre un virage avec une idéologie du moins-disant fiscal, du dumping fiscal. Donc, on voit qu'il y a aussi une question de volonté politique et de construction idéologique derrière ça. Et tout le travail des ONG notamment, qui depuis des années, y compris dans le désert au tout début, disaient attention, la concurrence fiscale, ça a des effets délétères, il faut repenser la manière dont on pense la fiscalité. Ça paye parce qu'on passe d'un système où la concurrence fiscale, c'est normal, à la concurrence fiscale, ça pose problème, à la concurrence fiscale, c'est déloyal, ce n'est plus acceptable et il faut repenser notre modèle fiscal. Merci Quentin. Alors, ce sujet plus général de la concurrence fiscale, je dirais que le réveil, il a eu lieu au début des années 2010 et notamment en 2012, quand l'OCDE commence à élaborer son plan qui s'appelle Base Erosion and Profit Shifting, c'est-à-dire le constat que les bases fiscales à l'impôt sur les sociétés étaient en train de s'éroder et qu'on avait une fuite des profits, une fuite vers les paradis fiscaux. Et ce sujet, il a pris une telle ampleur que le G20 et le G7 ont fini par se mobiliser sur ces travaux de lutte contre l'optimisation fiscale. Alors, oui, tu l'as dit, baisse de l'impôt versus hausse de l'impôt aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que la France, elle a toujours un temps de retard. Hein. Là, on est clairement contracyclique dans nos décisions de politique publique. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui nous propose une baisse des impôts de production pour 20 milliards d'euros qui va profiter à 3% de nos entreprises. Enfin, en gros, cette baisse de l'impôt qui a été choisie dans le plan de relance. Donc, le gouvernement a présenté en loi de finances pour 2021 un plan de relance avec, il y avait déjà beaucoup d'argent engagé, notamment le chômage partiel, notamment des aides directes. Le gouvernement a choisi d'ajouter une aide fiscale directe avec une baisse de fiscalité qui porte sur la CVAE. C'est une contribution, c'est un impôt local, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui alimente notamment les régions et aussi d'autres échelons de collectivités locales, et de baisser de moitié cette contribution-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, contrairement à ce qui nous a été dit tout au long des débats de cette loi de finances, partout dans le monde, les États ont des impôts locaux qui sont alimentés par les entreprises, parce que quand on développe un site industriel, on a besoin de routes, de ponts, on a besoin d'eau, on a besoin de tout un tas de ressources naturelles qui font qu'il est normal que l'industrie, l'entreprise qui s'installe sur un territoire participe aux recettes fiscales de ce territoire, ne serait-ce que pour l'aménagement même de ce territoire. Sauf que ça a complètement échappé à la majorité qui maintenant estime que c'est zéro impôt pour les entreprises et qu'on doit toujours baisser la fiscalité, ce qui devient ingérable. Et moi, je pense qu'on va avoir un gros problème. Ça fera partie des enjeux de la campagne de 2022 parce qu'ils sont tellement en train de baisser la fiscalité, les charges fiscales et les charges sociales, enfin les cotisations sociales et les recettes fiscales de l'État, qu'on va avoir un vrai problème de financement du service public et aussi de notre système fiscal de solidarité par ailleurs. Mais ça, c'est un sujet plus vaste. Sur la fiscalité, donc là, effectivement, il y a une actualité en ce moment. Les États-Unis, donc le gouvernement Biden, il est en train de faire l'inverse de ce que fait le gouvernement français. C'est-à-dire que d'une part, il dit on va faire contribuer les entreprises, on va arrêter les baisses de fiscalité, on va faire en sorte qu'il y ait un taux minimal d'imposition. C'est quoi ce taux minimal d'imposition? C'est qu'aujourd'hui, les taux d'impôt sur les sociétés en France et aux États-Unis, ils sont en train de tendre vers le taux moyen d'impôt sur les sociétés, sachant que la France et les États-Unis, c'était les deux États qui avaient les plus forts taux d'impôt sur les sociétés il y a encore de ça 4 ans. Les États-Unis ont baissé leur taux, la France a commencé à baisser son taux, mais il y a des États dans le monde où on est à des taux très très bas d'impôt, parfois même moins de 10% de taux d'impôt sur les sociétés, parce que la propriété intellectuelle n'est pas taxée, comme à Hong Kong ou à Singapour, parce qu'il existe toute une série de niches, et qu'en plus le taux moyen est déjà de 15%. Ce qui se passe, c'est que bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, les industriels, ils ont tout intérêt à les produire dans ces pays à basse fiscalité et à remonter les richesses, les revenus, donc le résultat positif, le bénéfice par voie de dividendes distribués aux têtes de groupe en Europe et aux États-Unis, parce que ces dividendes ne sont pas imposés. Aujourd'hui, on a donc l'administration américaine qui dit attendez, stop,
nous, si vous n'êtes pas taxé à au moins X%, nous, on va vous taxer tout votre résultat mondial aux États-Unis. Ça avait commencé un peu avec Trump, mais là, Biden, il rehausse encore le taux minimal d'imposition exigé. Et puis, par ailleurs, l'administration Biden, elle annonce des aides directes aux ménages, là où il y a de la précarité, les personnes qui sont dans le besoin à cause de cette crise du Covid, à cause de la vague de chômage qui en découle. En France, alors on a l'inverse. On a la baisse des impôts de production pour les multinationales. Donc, encore une fois, je vous le redis, 2/3 des 20 milliards d'euros d'aides fiscales qui sont allouées dans le plan de relance vont alimenter 3% des entreprises en France, des très grandes entreprises. Donc, un cadeau aux grandes entreprises. Et par ailleurs, le gouvernement a multiplié par 2 pour les ménages fortunés l'exonération des donations, c'est-à-dire le montant des donations qu'on peut faire en exonération de droits, en exonération d'impôts. Et là, Bruno Le Maire nous annonce encore une augmentation de cette enveloppe. Et donc ça, on le sait, aujourd'hui, on a déjà une enveloppe de 200 000 € de donations autorisées sans fiscalité. Ça profite peut-être à 5% des ménages, cette mesure-là. Donc si on augmente ce seuil, on va arriver à un cadeau qui va profiter à 2% des ménages. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est d'arrêter les baisses de fiscalité. On ne demande pas forcément d'augmenter les impôts, on demande de mettre fin aux niches. Ça oui, on demande de mettre fin aux niches fiscales et un certain nombre de niches. Je vous rappelle un chiffre, 100 milliards de niches fiscales en France, annuelles. Ça regroupe toutes les niches, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, etc. Donc nous, on demande de mettre fin aux niches, on ne demande pas forcément des hausses de fiscalité, mais qu'au moins on taxe ce qui doit être taxé. Et à tout le moins, on demande à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles baisses de fiscalité, notamment des grandes entreprises et des ménages les plus fortunés qui, eux, n'ont même pas besoin de ces baisses de fiscalité. Il faut se rendre compte, et ça, les chiffres de l'INSEE nous le démontrent, que quand on redonne de l'argent à des foyers très fortunés, cet argent, il repart immédiatement dans l'immobilier et dans la finance. Au-delà d'un certain niveau de revenu, on ne peut plus consommer de toute façon. Donc, ça va dans l'immobilier ou ça va dans la finance, dans l'assurance vie, essentiellement, puisque ce sont des placements assez sécurisés. Donc, ça ne va pas alimenter la consommation, ça ne fait pas travailler la machine économique. Donc, en plus, l'objectif recherché n'est même pas atteint. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est bien évidemment d'aider les ménages dans la précarité et notamment les étudiants privés de leur job, etc. Et quand on voit l'administration américaine qui dit « Ah ben nous, on va faire en sorte de lever une partie de la dette des étudiants, la dette contractée pour réaliser les études », au même moment, chez nous, Stanislas Guerini, patron de La République En Marche, nous dit « Ah ben nous, on ne va pas aider directement les étudiants, on va leur proposer de faire des prêts, d'engager des prêts, des emprunts pour les endetter finalement à vie. » Donc, on se rend compte à quel point ce gouvernement est complètement à l'inverse des priorités du moment qui devraient être arrêter de baisser la fiscalité des plus fortunés, des multinationales et les aides aux plus précaires, ce qui est aujourd'hui l'inverse de ce qui est en train d'être fait. Alors, je ne sais pas si on retourne en séance aussi. Qui veut prendre? Peut-être Alexandre, non, tu veux prendre la parole? Oui, je voulais réagir sur une autre priorité qui n'est pas du tout prise en compte par le gouvernement. On en a beaucoup parlé, mais en fait, c'est sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en lien avec ce que vous disiez sur la fiscalité, et où on a un énorme paradoxe de la France au niveau international là-dessus. Donc, Samuel, il expliquait que la France a des émissions importées. Donc, en fait, toutes les entreprises, quand on parle de dumping, qui vont s'exporter, qui vont délocaliser à l'étranger, elles vont aussi délocaliser leurs émissions. Mais ça, c'est du coup, quand nous, on va acheter un produit, par exemple ce pull que je porte, et ben, ce pull, il va avoir beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il est importé de loin. Mais il y a un autre enjeu, c'est les émissions exportées. Et c'est là où il y en a un énorme paradoxe de la politique française. C'est que la France s'engage, par exemple, et prône sur la scène internationale, y compris le président Macron, de dire la France a arrêté de s'est engagée à ne plus explorer du pétrole ou du gaz sur son territoire. Alors, très bien. Sauf que la France, par l'outil de la fiscalité, justement, continue avec l'argent public, de financer des projets d'énergie fossile de multinationales françaises à l'étranger. C'est ce qu'on appelle les financements export, et c'est réalisé par la Banque publique d'investissement française. C'est-à-dire qu'on a encore de l'argent qui est utilisé, de l'argent public, des impôts qui sont utilisés pour financer des projets de Total, que ce soit au Mozambique, des projets gaziers au Mozambique ou en Arctique, et qui vont émettre du CO2. Sauf que tout ça, on ne voit pas dans les comptes de la France, dans les émissions de gaz à effet de serre qu'émettent la France, mais c'est avec l'argent public qui est réalisé. Et pire, en fait, notre argent que nous, on met en banque, on a tous de l'argent en banque, on met tous de l'argent dans des banques, en général des grandes banques, en fait, cet argent-là,
il émet énormément de CO2. D'ailleurs, c'est notre premier poste d'émission de gaz à effet de serre, il faut en avoir conscience en tant que citoyen. Ce n'est pas notre consommation, ce n'est pas nos déplacements, ce n'est pas de prendre l'avion, c'est en réalité l'argent qu'on met en banque. Parce que, en fait, les banques françaises privées, elles vont utiliser cet argent pour financer des projets aussi de pétrole et gaz de schiste, par exemple aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays, ou des projets de déforestation en Amazonie. Et en fait, c'est là où on voit un énorme paradoxe de la politique française qui va se dire « Ah, mais sur notre territoire, nous, on arrête le charbon, on arrête le pétrole, on arrête le gaz. » Mais en fait, on va exporter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc cet enjeu, je trouve qu'il y a un lien entre l'enjeu à la fois de dumping social et de dumping, en fait, j'appellerais ça même un dumping écologique, où on va exporter nos émissions et on va prôner à l'international le comportement vertueux de la France, là où d'autres pays font mieux. Et par exemple, sur les financements export, Boris Johnson, il y a à peine 3 semaines, a annoncé que eux, ils vont arrêter de financer tout projet de financement fossile à l'étranger de leur multinationale. Là où Emmanuel Macron s'est engagé à le faire, mais qu'en 2035. Ok, merci Alexandre. Alors, on avait fait un premier pas dans la loi de finances pour 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur justement mettre fin notamment aux garanties d'État, garanties export à un certain nombre d'activités extractives, mais c'était un pas très timide. Alors, effectivement, à l'époque, on s'en était félicité parce que quand on part de rien, c'est quand même mieux. Mais je suis d'accord que ça ne va pas du tout assez vite et que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je vais vous dire, l'attitude des multinationales qui, chez nous, ne peuvent pas faire, par exemple, de l'extraction de gaz de schiste et vont dans des zones comme le Sahara pour aller faire du gaz de schiste en mettant en péril, en plus, des nappes phréatiques, etc. Enfin, c'est proprement scandaleux. Et je crois qu'on ne s'en préoccupe pas du tout assez en France et en Europe. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas avoir un comportement vertueux chez nous et encourager avec de l'argent public des comportements pas du tout vertueux ailleurs. Alors là, je vous propose de revenir sur la séance peut-être. Alors Cédric ou Hubert, je ne sais pas qui prend la parole, pour nous dire un peu où on en est. Et là, je crois qu'il y a un amendement un peu sensible qui va passer. Nous sommes en train de terminer l'article 19 sur la préservation des écosystèmes aquatiques. On va entendre quelques députés en particulier prendre la parole pour essayer d'atténuer l'impact ou de mettre des garanties ou de faire en sorte que ce ne soit pas trop contraignant. Le gouvernement tenir sa ligne. Et puis bientôt un amendement polémique de Mathilde Panot qui viendra demander un moratoire sur un certain projet. C'est un peu quelque chose, semble un peu déplacé par rapport à l'économie du texte, mais ça sera l'occasion de parler un peu de comment s'effectue la politique et sur lequel ressort dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter ce qui se passe entre les réponses, les députés et les rapporteurs pendant 2-3 amendements, le temps de terminer cet article 19. Votre amendement que j'entends comme un amendement d'appel. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, Madame la députée Bonifard, je vous rejoins sur le défi auquel nous faisons face. Et effectivement, c'est tout l'objet et c'est toute l'intention de la stratégie air protégée que j'ai présentée en début d'année. Retrouver ces équilibres, une protection à la française qui associent, qui retrouvent leur place aux activités humaines dans leur espace naturel. Et nous avons ce défi commun. Pour autant, cet amendement et ces dispositions, ils visent la gestion des espaces naturels et des espèces sauvages. Ils ne relèvent pas de la loi sur l'eau, ni de l'article L210-1. C'est donc un avis défavorable. Madame la ministre, Monsieur Aubert. Merci Madame le Président. Je crois que cet amendement de ma collègue Bonifard est extrêmement important. Vous notez que M. Aubert dit toujours Madame le Président, puisqu'il refuse de féminiser les noms et notamment les fonctions de présidente. Je vous le signale au passage. Nous sommes d'accord, votre proposition va dans le bon sens, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon article, ce n'est pas le bon alinéa. On est un peu comme Georges Brassens, on s'est trompé d'idée. Eh bien, moi, je souhaiterais au contraire que le partage aille jusque... Vous savez, il y a l'amour et les preuves d'amour. Moi, je propose que vous donniez des preuves de partage. Les preuves de partage, ce serait de nous rejoindre sur cet amendement. Pourquoi ? Parce que cet article parle des équilibres naturels. Et que s'il y a bien une chose pour laquelle nous avons besoin d'une discussion dans le cadre d'un texte sur l'écologie, c'est la place de l'homme dans les équilibres naturels. Et il y a deux sortes d'écologistes. Il y a ceux qui considèrent que l'homme est un problème pour l'équilibre naturel, que finalement, s'il y avait moins d'humains, on irait mieux.
pour faire court, et il y a ceux qui pensent que l'homme est essentiel à l'équilibre naturel, qu'on protège l'environnement pour protéger l'homme. Et dans le cadre justement de ce qui est expliqué par ma collègue Émilie Bonivard, notamment les activités et le pastoralisme, eh bien, nous avons une politique écologique qui a été menée, qui a consisté à libérer des espèces sauvages, à les laisser proliférer. Je parle évidemment du loup, mais il n'y a pas que le loup. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons des éleveurs qui sont dans l'incapacité de continuer leur activité, une déprise agricole, un déclin de l'agriculture dans certaines zones. Alors on leur répond avec des indemnisations, mais le précieux doloris, je dirais, la tristesse de voir un troupeau qui a été, je dirais, décimé, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Et donc, ce serait un moyen, premièrement, de montrer qu'avec l'adoption de cet amendement, que oui, l'homme fait partie de la transition écologique. Deuxièmement, que oui, le pastoralisme doit être autant respecté que l'introduction ou la protection d'espèces sauvages. Et troisièmement, que, d'ailleurs, fort accessoirement, la vie des brebis, des moutons qui se font dévorer par les loups est tout aussi importante que la vie des loups qu'on cherche à protéger. Voilà pour toutes ces raisons pour lesquelles moi je vous invite à voter cet amendement qui nous permet de réintroduire l'homme dans la transition écologique. Merci, Monsieur Aubert. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais remercier notre collègue Bonivard pour aborder ce sujet ici. Alors j'entends bien ce que vous dites, Madame la rapporteure, Madame la ministre, sur la place à cet article de cette problématique. Mais alors, quelle est la place? Parce qu'à chaque fois qu'on pose le sujet, en fait, on n'est jamais sur le bon texte, on n'est jamais à la bonne place. Et en fait, on n'a pas multiples occasions que de sensibiliser sur cette question, qui est une question extrêmement importante, notamment sur les territoires de montagne. Et donc, ce sujet, il doit être abordé à un moment ou à un autre. Il faut lui trouver la place. Si ce n'est pas celle-ci, quelle est-elle? Merci, Madame Battistel. Oui. Je vous donnerai la parole, Madame la ministre. Madame Tufnel. Juste un mot pour dire que moi, je trouve ça très intéressant, ce sujet. Mais là, on est vraiment sur les systèmes aquatiques. Donc, on n'est pas sur les questions d'élevage, d'ovins, sur la montagne ou les zones humides, en général, pour lequel moi, je suis tout à fait favorable. Au contraire, c'est vraiment un objectif clair. Mais ici, recentrons-nous sur les systèmes aquatiques, les milieux humides, pour lesquels nous avons cet article 19. Et je pense que ce sujet-là, même s'il me semble hors sujet, et je suis pourtant la première à dénoncer bien souvent le nombre d'amendements qui sont hors sujet. Mais là, franchement, on est sur les systèmes aquatiques, donc restons-y. Merci, Madame la ministre. Simplement repréciser que la stratégie aire protégée est inscrite à l'article 56 du projet de loi. Nous y reviendrons largement. Après, les mystères du placement de cet amendement et de sa situation sur cet article m'échappent. Merci, Madame la ministre. Je le mets aux voix avec... Vous vouliez reprendre la parole, Madame Bonivard? Oui. Alors, je vous rappelle juste que les débats ne sont pas complètement liés à notre table ronde parce que, de toute façon, tout ce qu'on a débattu jusqu'à présent dans la table ronde ne sera pas débattu dans l'hémicycle. Tous les sujets de la conditionnalité aux aides et de la manière dont la fiscalité peut accompagner la transition écologique ne sera pas débattu puisque ces amendements ont été tous déclarés irrecevables. Alors, je ne sais pas si... Je vois que Hubert s'est affiché. Je ne sais pas s'il compte nous dire un mot. Non. Bon, on va peut-être revenir sur les débats parce que je crois qu'il y a un amendement de Mathilde Panot qui va... Tu voulais que je parle, c'est ça, Émilie? Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, c'est parce que Frédéric Tufnel me parlait en même temps, me sensibiliser sur un sujet. Non, mais par contre, on va bientôt avoir l'amendement de Delphine Batho sur la question de la biomasse, qui est évidemment un sujet important, puisque, je leur dirai à cette occasion, mais c'est vrai qu'on en parlera dans la table ronde que j'anime à 17h, mais c'est vrai que depuis le Grenelle de 2007, évidemment, on encourage notamment l'alternative biomasse, comme alternative aux énergies fossiles. Mais à tel point que ça devient un vrai sujet, évidemment, dans la gestion de nos forêts, quoi. Voilà. Donc, il y a un amendement de Delphine à ce sujet qui arrive bientôt, qui vise donc à dire qu'il faut valoriser la biomasse, mais tout en gardant, évidemment, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles
et en gardant la priorité donnée à la production alimentaire, à la conservation des puits de carbone forestiers. Voilà. Parce qu'effectivement, là, on se retrouve dans un vrai sujet qui est du coup passionnant. Moi, je me souviens, enfin bon, là, je dis ce que j'avais prévu de dire dans pas longtemps, mais c'est pas grave. Je me souviens effectivement, lorsque j'étais maire du 9e arrondissement, où la Buchère est devenue l'un des premiers écoquartiers de France, notamment grâce à sa chaufferie au bois, qui alimente des milliers de logements. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça, c'est évidemment un sujet pour nos forêts. Non pas qu'il faille abandonner évidemment la biomasse, hein, mais qu'il y a un vrai sujet je crois, de compatibilité. Et je suis sûr que dans les cultures qui suivent, il y en a qui connaissent le sujet bien mieux que moi. Et on en parlera à 17h, mais voilà, il y a un vrai sujet de comment on rend compatible, c'est effectivement la mobilisation de la biomasse avec la préservation de nos forêts. Donc c'est l'amendement de Delphine dans quelques minutes. Oui. Je vous interromprai à cette occasion. Mais que malheureusement, nous ne pourrons pas défendre, comme vous le savez. On ne pourra toujours pas le défendre, donc on le fera sans aucun problème. Moi, je voudrais juste revenir un peu là, sur la discussion avant de repartir en séance. Quentin, tout à l'heure, a abordé le sujet de la distribution des résultats et le fait que la distribution des dividendes en masse et l'augmentation de la part distribuable des résultats des entreprises a un impact sur la transition écologique. Alors, c'est notamment ce que Oxfam détaille dans son rapport là, sur les dividendes du CAC 40, des profits sans lendemain. C'est le rapport d'Oxfam. Donc, nous, avec les députés d'Écologie Démocratie Solidarité, on avait préparé un amendement donc en lien avec nos amis des ONG, justement modifiant le code de commerce pour faire en sorte que les entreprises puissent réaliser une quote-part de résultats en réserve, dite réserve écologique et solidaire, comme ça a pu se faire autrefois. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la fiscalité, il y a de ça fort longtemps, il existait ce qu'on appelait la réserve des plus-values long terme, c'est-à-dire que quand les entreprises vendaient des titres, elles avaient le droit de taxer ces titres-là à moins de Émilie, quand je finis juste un peu, Cédric, oui. s'il te plaît. Non, c'est juste que... Oui, vas-y, finis, pardon. Le micro en séance, merci les amis. Donc, on avait le droit à une époque de mettre les profits sur les cessions de titres à un taux moindre d'impôt sur les sociétés, mais c'était des profits qui, après, quand ils étaient distribués, devaient payer une quote-part d'impôt supplémentaire. Alors, c'est quoi la logique, en fait? C'est de dire, tant qu'un résultat il reste dans l'entreprise, on taxe moins parce qu'il peut être réinvesti, soit dans l'embauche de salariés, soit dans l'appareil productif. Et si on le distribue, on paye l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été payé auparavant. Donc là, on a actualisé un peu cet objet qui existait autrefois, qu'on appelait la réserve de plus-value long terme, en créant cette réserve écologique et solidaire. Donc, c'est l'objet d'un amendement 1579 que nous avons déposé et qui changeait l'article 232-10 du Code de commerce. Mais bien évidemment, il a été jugé irrecevable. Alors, irrecevable toujours sur la base de l'article 45, c'est-à-dire que les services de la présidence ont considéré qu'il n'avait pas de lien avec le projet de loi. Or, vous le savez bien, si on ne mobilise pas les ressources du privé, on ne va pas faire uniquement d'investissement public dans la transition écologique. Ce n'est pas possible. Il faut que toute l'économie se mette à cette transition écologique. Et le fait de créer ces réserves écologiques et solidaires, c'était un des moyens de mobiliser des fonds du public, d'inciter à ces transitions écologiques, à l'investissement finalement, soit dans la transformation écologique, mais aussi sociale de l'entreprise, ce à quoi on aspire tous ici présents. Cédric, tu voulais revenir sur la séance ? Donc, c'est l'amendement présenté par Mathilde Panot pour un moratoire sur l'exploitation des sables en baie de Lannion. Ça va vraisemblablement susciter des débats et un scrutin public est demandé. Et pire, le 20 juin 2018, il avait annoncé l'arrêt du projet. Donc cette fois-ci, il était président, sans pourtant, alors là encore en oubliant,
d'abroger le décret d'extraction accordé à la société qui a eu la concession. Donc nous demandons à ce qu'on arrête avec ce grand projet inutile. Je rappelle qu'à 2 km de l'endroit où on extrait, il y a un site Natura 2000 et donc on ne peut pas dans même temps dire qu'on protège des zones protégées et en même temps accorder le fait qu'on puisse les détruire. J'ajoute, et je me permets dans ma prise de parole d'annoncer quand même un grand soutien aux journalistes qui aujourd'hui sont pressurisés, intimidés, menacés par les grands groupes alimentaires dont on est en train de parler ici, donc qui pour un intérêt privé vont prélever ce sable au détriment de toute une région, et notamment à Morgane Large et à Inès Léraud qui se sont toutes les deux battues contre les algues vertes et contre la collusion des intérêts industriels et des élus sur la question de l'agroalimentaire. Morgane Large, ça ne vous a pas échappé, qui a récemment été l'objet d'une tentative d'homicide. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement quand il s'agit de ça, puisque après les menaces, les intimidations, maintenant ils ont été carrément lui enlever les boulons des roues arrière de sa voiture alors qu'elle roulait avec ses enfants. Donc maintenant il va falloir cesser ces intimidations, que l'État soit ferme sur ces questions et cesser avec ce grand projet inutile et dangereux. Merci. Merci Madame Panot. Madame la rapporteure. Voilà, donc là, on a entendu Mathilde Merci Panot Madame la Présidente. Je ne répondrai qui ni sur s'est fortement impliquée sur ce sujet de l'usage du sable de la baie de Lannion, je crois que c'est ça. Hein. Et donc, il va y avoir un scrutin public. Saura encore mieux vous expliquer que moi, puisqu'il est le député de Lannion, et donc il pourra nous éclairer réellement sur la situation. Donc c'est un avis défavorable. Un avis défavorable de Sandra Motin, ce qui n'est pas très étonnant. Merci Madame la Présidente. Alors, la régularité de l'exploitation des sables coquillers, même si on est du registre du réglementaire et pas du législatif, elle a quand même été clairement encadrée, autorisée pour une durée de 15 ans, interdite, somme toute, de mai à août inclus, avec un document stratégique de façade qui a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux. Nous avons donc rappelé dans ce document l'enjeu écosystémique des sables coquillers qui, en effet, structurent le fonctionnement des écosystèmes et constituent des zones d'alimentation pour les prédateurs, avec donc une limitation de l'extraction sur les dunes hydrauliques et l'évitement de l'extraction sur les dunes du haut talus, une cible surfacique également sur ces dunes mobiles et un objectif de 0 nouvelle autorisation d'extraction sur la façade qui est effective qui a été effective dès 2019. On a donc, au-delà des engagements de l'État, un encadrement fort de cette activité d'extraction, avec une trajectoire claire sur la suite de l'activité extractive de sable coquillé en baie de Lannion, qui a été acquis dans la concertation, une vigilance évidente, mais en tout cas, c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Botorel. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Panot de votre question, parce que ça permet de redire ici à quel point l'ensemble de la population trégorroise est opposée à ce projet. Comment elle l'a dit haut et très fort. Vous avez cité Peuple des Dunes, on pourrait citer Alain Vidal, on pourrait, j'y associe évidemment ma collègue Sandrine Lefeur. Je me remémore le combat de Corinne Herel, celle qui m'a précédé ici sur ces bancs, et qui avait mené ce combat. Elle n'aura pas eu le loisir d'entendre le président de la République en 2018 décréter ce que vous demandez, c'est-à-dire une suspension. Vous mélangez le terme d'abrogation et de suspension. Ce que vous demandez dans votre amendement, c'est une suspension. C'est en l'espèce ce qui a été décidé par le président de la République, qu'il avait affirmé au moment du décès de Corinne et pendant ses obsèques qu'il n'oublierait pas et jamais l'engagement de l'ensemble des citoyens du Trégor, les acteurs économiques, Joël Lejeune, les acteurs touristiques, bref, toute la population. Ce n'était pas des Gaulois réfractaires qui s'opposaient à cette extraction. C'était bien l'ensemble de la population. Ça a été dit de manière très forte et ça a été entendu de manière très claire. Depuis 3 ans, il n'y a pas d'extraction de sable en baie de Lannion et il n'y aura plus d'extraction de sable en baie de Lannion. Madame Panot. Oui. Merci Madame la Présidente. Alors je suis heureuse d'entendre ce qui vient d'être dit à l'instant.
Malheureusement, vous parliez notamment du président de conseil communautaire de Lannion-Trégor, communauté, donc Joël Lejeune, qui a annoncé, lui, qu'il allait se pourvoir en cassation. Et si il n'y a plus d'extraction de sable qui se fera dans la baie de Lannion, eh bien, nous pouvons tout à fait l'inscrire dans la loi. Merci, Madame Panot. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Donc, nous allons procéder au scrutin public sur l'article 19. Je vous invite à regagner Au-delà votre de place. ces amendements cet amendement ou les derniers qu'on a examinés, je pense qu'effectivement, la tribune et les projets de loi nous offrent cette tribune-là aux députés de pouvoir défendre des sujets sur lesquels on s'est engagé. Et c'est important, même si effectivement, par rapport à cet article 19, il pourrait être bien placé et que peut-être ce n'est pas du domaine de la loi, mais ça permet effectivement d'avoir une expression publique sur des sujets qui sont importants et que l'on veut défendre. Oui, je crois que tu l'as. Pardon. Merci Delphine. Alors, on va peut-être reprendre un peu nos débats avant d'arriver à l'amendement de Delphine Batho tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais vous parler aussi d'autres types d'amendements qu'on n'a pas pu défendre et qui portent toujours sur les sujets financiers et de régulation. C'était notamment un amendement qui visait à utiliser la Banque publique d'investissement pour apporter un soutien à la mise en œuvre de la transition écologique. Alors, je vous rappelle un peu l'historique de la Banque publique d'investissement, parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur à l'époque, parce que ça faisait partie des propositions, notamment du candidat Montebourg aux primaires socialistes en 2011, puis du candidat socialiste François Hollande en 2012. Et donc, en 2012, quand le nouveau gouvernement est formé, est créé dans les mois qui suivent la Banque publique d'investissement, qui regroupe en fait des outils d'investissement public qui existaient déjà, mais avec une vraie volonté d'avoir une institution publique qui est censée porter des méthodes de financement dans le privé, certes, mais pour l'intérêt général. Alors, depuis la Banque publique d'investissement, ça reste un outil très important d'investissement dans nos entreprises, dans les PME, dans des PME innovantes. Moi, je déplore qu'elles aient un peu trop utilisé des méthodes du privé et notamment de ratios de rentabilité qui sont usités dans la finance de droit commun, si je puis dire. Et donc, en ça, elle a un peu été dévoyée de son rôle d'origine. Notamment, moi, je sais que ce qui est dénoncé, par exemple, par les agriculteurs qui font appel à la Banque publique d'investissement pour financer leurs projets, notamment de centrales photovoltaïques ou autres, ou de méthaniseurs, des frais de gestion qui sont quand même très élevés. Et donc là-dessus, on voit que parfois la BPI, elle n'est même pas compétitive par rapport à d'autres outils financiers. Et donc là, on avait déposé un amendement pour faire en sorte que la BPI s'assure que les fonds publics soient réellement en adéquation avec les enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs. Donc, ça pouvait s'adapter. Et cet amendement, il a été aussi jugé irrecevable. Alors, c'est quand même dommage. Et on l'avait vu au début du débat la semaine dernière, Dominique Potier, il avait aussi déposé des amendements pour que les outils financiers soient aussi tracés vers des investissements verts. Alors ça, peut-être Quentin, Alexandre ou Samuel, vous pourriez nous dire un peu, vous, ce que vous proposez pour faire en sorte qu'on fasse contribuer la finance avec de la régulation financière au verdissement de l'économie, mais un verdissement réel. Alors, je ne sais pas qui peut intervenir. Les garçons, là, vous ne battez pas. Avec plaisir, si ça vous va. Alors, il y a deux enjeux, je partage totalement. Il y a l'enjeu à la fois de finances publiques et finances privées. Donc là, j'imagine qu'on parle plus de finances publiques et de la Banque publique d'investissement. J'aimerais juste prendre un pas de recul et faire réfléchir à un sujet. C'est que, en fait, l'enjeu de où on met son argent, comment utiliser l'argent est quand même un enjeu démocratique fondamental. On a tous un compte en banque, mais que ça n'existe pas. En fait, on ne peut pas avoir de l'argent dans un compte public. On ne peut pas mettre son argent dans une banque publique. On ne peut mettre son argent que dans une banque privée.
Donc, c'est un vrai sujet derrière, parce que ça permettrait aussi, on voit bien aujourd'hui l'enjeu avec tout l'épargne qui est accumulé par les Français et dont on ne sait pas quoi faire, de se dire que si on avait une banque publique et des outils publics un peu plus forts, on aurait une capacité, une quantité d'argent et d'épargne qu'on pourrait orienter vers des sujets de transition écologique et sociaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, il y a un enjeu sur la BPI, où je partage votre constat, hein, que la BPI est dans une situation où elle a un rôle très de banque privée à certains moments et qu'il faut accélérer sa transition écologique et de soutien aux PME. Par ailleurs, je tiens à pointer du doigt, comme je l'ai fait déjà tout à l'heure, mais la branche assurance-export de BPI qui, elle, continue de financer des projets d'énergie fossile à l'étranger. Donc, il y a un vrai paradoxe. Et enfin, sur l'enjeu d'encadrement des finances, de la finance en général, on a un problème avec les banques privées qui ont donc le monopole de financement en général. Évidemment, la puissance publique est fondamentale pour financer la transition écologique et les rapports d'A4C ou d'autres instituts montrent les besoins fondamentaux en investissant, mais on a aussi un enjeu du secteur privé. Parce que si d'un côté, l'État français, comme il se targue aussi dans son plan de relance, par exemple, augmente ses financements dans les projets verts ou des projets favorables à la transition écologique et bas carbone, mais que d'un autre côté, on a des acteurs privés ou des acteurs publics qui continuent d'augmenter leur financement dans des projets bruns, des projets qui vont contribuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre ou qui vont à l'encontre de la transition écologique, alors c'est un jeu à somme nulle, voire c'est un jeu qui nous emmène à une situation catastrophique pour la transition écologique. Donc, il y a un rapport qui est sorti au sujet juste de la finance privée, qui est sorti par Reclaim Finance et les émilataires, ainsi que plusieurs ONG internationales il y a 2 semaines, qui montrent que l'année 2020, donc l'année dernière, les banques françaises ont augmenté leur financement dans les énergies fossiles. Elles ont doublé leur financement dans les énergies fossiles par rapport à l'année de la COP21. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et on parle de 80 milliards d'euros injectés en une année. C'est absolument colossal. Donc, si on ne s'attaque pas à cet enjeu de régulation, on ne pourra pas véritablement s'attaquer à l'enjeu de financement de la transition écologique. Et si on revient au projet de loi climat, des amendements ont été déposés, y compris par le groupe EDS, sur le sujet pour mettre fin au financement fossile des acteurs financiers privés, des banques privées. Et malheureusement, ils ont été jugés irrecevables, comme vous l'avez souligné. Et je tiens à souligner un autre point, parce que vous avez pointé du doigt tout à l'heure que les lobbies privés, les lobbies des banques notamment, et les lobbies financiers étaient très présents à l'Assemblée nationale. Il faut noter que le lobby industriel le plus présent… Je n'ai pas dit à l'Assemblée nationale, j'ai dit à Bercy. Pardon. À Bercy. À Bercy. Il est beaucoup plus occulte, à vrai dire. C'est-à-dire que, d'une part, il y a le Trésor qui gère, qui régule les activités, qui émet le code, etc. Bon, ben là, de toute façon, il n'y a aucune imperméabilité entre les uns et les autres. Hein. Et puis, il y a le fait que les ministères sont sensibles aux arguments des banques et des assurances, parce qu'elles financent aussi l'État, par ailleurs, hein, et notamment les obligations sont souvent, enfin les sommes de l'assurance vie notamment sont massivement investies dans les obligations d'État, comme tu le sais. Et puis, au sein du MEDEF et de la FEP, alors vous savez que la FEP, c'est le MEDEF du CAC 40 en fait. Et donc la FEP, Oxfam, les connaît aussi bien que moi, ils sont redoutables. Des très bons juristes et des très bons fiscalistes, etc. Et ils représentent le CAC 40, les plus grandes entreprises. Et au sein de la FEP, la finance, elle est extrêmement influente aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a parfois, certaines mesures seraient meilleures pour l'industrie et finalement, on prend des options qui sont meilleures pour la finance, alors qu'en fait, d'autres options seraient meilleures pour l'industrie française, même en dehors de nos sujets purement de transition écologique. Parce qu'au sein de la FEP, la finance est très, très influente. Donc, je te laisse poursuivre. Non, mais c'est très vrai. On ne parle même pas des enjeux de pantouflage entre Bercy et le secteur financier, qui est aussi a été démontré dans plusieurs rapports, et c'est un énorme enjeu de portes et de personnes qui échangent des fonctions, que ce soit à Bercy ou dans le secteur financier privé. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, là, à l'Assemblée nationale, les derniers mois, l'organisation professionnelle qui a été la plus présente, c'est la Fédération française bancaire, et donc c'est le lobby bancaire. C'est un des lobbies industriels les plus puissants en France.
Et je dresse une conséquence directe qui est que, comme par hasard, effectivement, tous les amendements aussi sur le sujet de régulation des financements néfastes des banques sur le sujet ont été tous jugés recevables et n'ont pu être débattus. Alors que, je tiens à le signaler, sur le podium des 3 entreprises polluantes, les plus polluantes en France, il y a 3 banques. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole, qui ont chacune une empreinte carbone supérieure à l'ensemble de la France. Donc, tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet de régulation financière du secteur privé, on ne pourra pas gagner la bataille du changement climatique. Peut-être pour compléter sur la question de l'investissement public, nous, il y a un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et un sujet qui va animer les débats des prochains mois, c'est la question de la révision du cadre budgétaire européen. Donc, c'est à nouveau un sujet qui se discutera dans le cadre européen, mais qui a bloqué et qui bloque vraiment un certain nombre d'investissements publics pour la transition écologique. On l'a dit, en fait, ces règles donc, de limiter le déficit public à 3%, c'est quelque chose qui entrave complètement notre capacité à pouvoir faire les investissements nécessaires. On le dit, enfin I4C le dit, selon ses calculs, il manque entre 10 et 20 milliards d'euros par an d'investissement public supplémentaires pour tenir nos objectifs climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'avec ce plan de relance, on n'était finalement pas si loin d'atteindre ces objectifs et de compenser. Mais quand on a commencé à discuter avec Bruno Le Maire ou avec Barbara Pompili, peu importe, de la pérennisation de ces investissements publics dans le temps et de dire, pour que ça marche, notamment sur un secteur comme le rail où on a désinvesti depuis des dizaines et des dizaines d'années, il va falloir le faire sur le temps long. Ce n'est pas en 1 an, en 1 fois ou en 2 fois qu'on pourra combler le retard. La question de l'investissement public, ça doit se programmer sur plusieurs dizaines d'années pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, on va avoir ce débat au niveau européen. Et moi, j'avoue que je suis un petit peu inquiet que ce soit organisé sous présidence française, puisqu'on a vu pour le moment les premières prises de parole qui étaient quand même très frileux en disant qu'il ne fallait pas faire toujours n'importe quoi avec la dépense publique, comme si investir dans la transition écologique, c'était trop long. Je me rappelle, Barbara Pompili avait par exemple été interrogée sur la question de la pérennisation de ces 30 milliards d'euros, donc 15 milliards d'euros par an, et elle avait un petit peu rigolé à la radio en disant que c'était complètement fou de penser qu'on pouvait faire ça chaque année, alors que c'est des montants qu'il va falloir faire dans les prochaines années, ou sinon, on ne tiendra pas nos objectifs climatiques et on sait les conséquences que ça pourrait avoir si l'Europe, si l'Union européenne ne tenait pas ses engagements. Donc, c'est un débat sur lequel je voulais insister parce qu'il commence à débuter au niveau européen, mais pour le moment, il reste un petit peu qu'à un niveau d'expert, alors que c'est un sujet qui va vraiment irriguer le prochain quinquennat dans son ensemble, parce que si le prochain quinquennat ne peut pas investir et utiliser de l'argent public pour investir, alors ça va être vraiment très compliqué de tenir nos objectifs climatiques et environnementaux d'une manière générale. Merci beaucoup. Alors, en plus, c'est un intérêt d'avoir… alors, d'une part, on le voit, et d'ailleurs, les socialistes aujourd'hui dénoncent aussi ça, l'enveloppe pour le plan de relance en France, il n'est pas assez élevé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays qui nous entourent. Alors, contrairement d'ailleurs aux éléments de langage du gouvernement, hein, et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais toute proportion gardée, hein, bien évidemment, ou quand on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit qu'il n'est pas à la hauteur sur l'investissement. Et l'investissement, bien évidemment, maintenant, c'est l'investissement qui ira vers cette transition. Forcément, si on commence à utiliser d'autres méthodes de production, on va aller vers des usages innovants et qui seront de toutes les manières moins consommateurs d'énergie. Enfin, en tous les cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et puis, par ailleurs, ça a un autre avantage de se fixer des ambitions sur le long terme, c'est aussi que ça peut pérenniser nos emplois, et nos emplois dans tout le secteur, les secteurs industriels, le BTP, etc., qui a besoin de visibilité. Aujourd'hui, on voit dans cette crise, ce qui est difficile, c'est l'absence de visibilité, l'absence de perspective. Et là, du coup, la commande publique, elle a son rôle à jouer pour fixer justement des perspectives à toutes ces entreprises, parce que de l'argent qui arrive comme ça, one shot, en 1 an, qui se déverse sur l'économie, ça va encore aboutir dans les poches multinationales, parce que nos PME, elles ne peuvent pas encaisser un trop fort afflux de commandes publiques d'un coup.
Ce qu'il faut, c'est donner de la perspective et que tous les ans, comme ça, on y aille. Donc, ce que tu viens de souligner est important finalement à plusieurs égards pour tenir nos objectifs et pour donner de la perspective à nos entreprises. Et ça crée de l'emploi et ça pérennise de l'emploi en Europe. Alors, peut-être aussi, pour donner un autre exemple de ce qu'on peut faire en matière d'aide publique, moi, en dehors du sujet de la transition énergétique et de cette loi climat, il y a le sujet de notre indépendance, de notre souveraineté au niveau de l'Europe et de ne pas dépendre de produits qui sont dont la production est entièrement délocalisée en dehors de l'Europe, et ce qui peut nous fragiliser fortement. Et là, on l'a vu notamment sur les produits pharmaceutiques. Là, on s'est vu pendant cette crise, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de médicaments, de certains médicaments. On s'est rendu compte que le Doliprane, on n'en produisait plus en Europe, qu'il nous manquait d'autres médicaments d'anesthésie notamment, et puis qu'il nous manquait des équipements de protection individuelle dans les hôpitaux et qu'on était entièrement dépendant des importations. Alors pourquoi? Ça ne s'est pas fait en un jour, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des vagues successives de désindustrialisation en Europe et notamment en France, parce que l'Allemagne ne vit pas du tout la même situation que la France. On a laissé faire d'ailleurs nos grandes entreprises à délocaliser avec des transferts de technologie vers la Chine, sans aucune maîtrise de quoi que ce soit, y compris sur des secteurs extrêmement stratégiques comme les télécoms, comme tous les sujets spatiaux qui sont en train de se privatiser complètement. Sachez aujourd'hui que le marché du satellite est en train de se privatiser. On est en train aussi là, de se faire doubler par des technologies étrangères. Et sur les sujets de production pharmaceutique, ça nous a fortement fragilisé pendant la crise. Alors, on avait déposé un amendement que j'avais élaboré et qu'on avait déposé avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité pour faire en sorte que, notamment le crédit d'impôt recherche, c'est que le crédit d'impôt recherche, c'est une manière finalement de prendre en charge une partie du salaire des chercheurs. C'est l'État qui rembourse une partie des dépenses de recherche aux entreprises par crédit d'impôt. Et donc moi, j'avais déposé cet amendement qui disait, au-delà d'un certain niveau, au-delà d'un certain montant, plus de 1 million de crédit d'impôt recherche, on contractualise avec l'entreprise pour qu'elle s'engage à monter la production, mettre en place des unités de production en France et en Europe. Pourquoi on fait ça? Parce que, par exemple, Sanofi, on le sait, c'est un des plus gros consommateurs de crédit d'impôt recherche en France, et puis on se rend compte que Sanofi produit de moins en moins en France, délocalise, a supprimé des postes depuis 20 ans, a supprimé de l'emploi en France et en Europe. Et donc, à un moment donné, lier l'octroi de crédit d'impôt recherche avec l'issue de la chaîne de production dans nos pays, ça me paraît aussi être vertueux. Alors, c'est vertueux, ça ne se fait pas non plus en un clin d'œil, parce que remettre des industries chez nous, ça veut dire qu'il faut forcément investir sur de la recherche aussi pour faire de l'industrie moins polluante. Parce que si on a délocalisé ces industries, d'une part, c'est parce qu'effectivement, les entreprises privées, elles voient leur intérêt à les payer moins cher les salaires, à avoir moins de fiscalité. Et les normes environnementales sont moins exigeantes que dans nos pays. Donc, ça veut dire qu'il faut encourager la réindustrialisation, mais dans de bonnes conditions, dans des conditions vertueuses et de transition écologique. Et ça nécessite de l'investissement massif. Le volet d'aide à la réindustrialisation dans le plan de relance, il est beaucoup trop faible et en tous les cas, il ne permettra pas cette impulsion-là. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Je voulais bien... Peut-être un peu là pour l'instant. Cédric, tu nous dis où on en est dans l'hémicycle? Il entend ou pas? Sur l'article. Carbone et la stratégie nationale pour la biodiversité et des trajectoires soit parallèles et qui passent ensemble. C'est le moment d'entendre la réponse de la rapporteure à la longue série d'amendements portés sur après l'article 19. Ça va être intéressant, il y a beaucoup de propositions, y compris 2 amendements de Delphine. Il est défendu le 2688 de M. Lambert. Défendu le 3817 de M. Potier. Défendu le 4335 de Mme Batteau. Très bien, merci. Alors, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Alors,
Ces amendements ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est celui de rappeler que la politique énergétique en général et que les stratégies de valorisation de la biomasse forestière en particulier doivent rester cohérentes avec les enjeux, des objectifs des autres politiques publiques. Je pense que si cette exigence est indispensable, il ne me semble pas nécessaire de l'inscrire forcément dans le marbre de la loi. En outre, nous avons voté à l'article 14 une disposition qui me semble pouvoir convenir à votre objectif, qui est celle de faire en sorte que des stratégies telles que la stratégie nationale de recherche, la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale pour la biodiversité aient des trajectoires qui soient parallèles et qui fassent en sorte que les unes tiennent compte des autres. Sur le premier point de votre amendement, sur la valorisation du coût de la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, il est évident que nous partageons la même ambition et le même objectif. Par contre, sur ce qui est de la limitation du rayon d'approvisionnement afin de réduire les impacts liés au transport, si je comprends parfaitement l'idée qui sous-tend finalement ce que vous demandez, je pense que ça pourrait être vraiment contre-productif. Le marché du bois, ce n'est pas un marché régional, c'est même pas un marché national, en réalité, c'est un marché international. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre balance commerciale pour le bois, elle est détestable, puisque nous exportons énormément de bois, donc de grumes, et nous réimportons du bois transformé, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la politique de gestion des forêts est si importante. Mais en réalité, cette politique de gestion, elle doit être adaptative, elle doit pouvoir bouger en fonction aussi de ce qui est constaté, notamment du réchauffement climatique, qui nous oblige à changer beaucoup de pratiques forestières. Et donc, je pense qu'il est plus intéressant de les avoir dans des documents de gestion en termes de réglementaire plutôt que figés dans le marbre de la loi. C'est pourquoi je donnerai un avis défavorable à vos amendements. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Effectivement, différents usages et une hiérarchie qu'il est sans doute bon de souligner. Réserver le produit du long travail des forestiers et de la nature à la meilleure valorisation possible, et en particulier au bois d'œuvre, c'est une évidence, et ça a son importance. Une évidence économique, une évidence environnementale, un souci de cohérence aussi, et pour certains amendements qui le stipulaient, sans doute pas nécessaire de rappeler l'articulation entre les différentes politiques publiques qui doivent nous amener à veiller à cette cohérence. Et puis, dans la limitation du rayon d'approvisionnement, un cadre de la durabilité des bioénergies issues du droit européen qui doit être précisé courant 2021 et qui nous donnera des éléments de réponse et de contrôle à nouveau. Donc, c'est une demande de retrait, à défaut, avis défavorable. Merci Madame la Voilà, ministre. on voit encore une fois que le gouvernement ne veut rien inscrire dans la loi, dit ça va se faire tout seul, tout ça, tout le monde va s'autoréguler, tout le monde sera très content. Alors Bérangère Abba, elle vient de la commission, elle était députée En Marche, commission du développement durable. Je pense qu'arriver au ministère, en fait, tous ces gens-là mettent leurs idéaux de côté parce qu'en fait, on le voit, ils veulent inscrire un minimum d'obligations dans la loi. Et là encore, sur ces sujets de biomasse et de voir comment ça peut contribuer à la production de matériaux qui vont vers la conservation de puits de carbone, etc. Enfin, même tout ça n'est pas du tout envisagé. On le voit, les réponses à amendements sont assez expéditives parce que là, il y a toute une litanie d'amendements et finalement, on répond à plusieurs amendements qui ont des objectifs un peu différents d'une manière uniforme. Sandra Motin, là, qui est rapporteure de cette partie de texte, elle porte une aile très libérale au sein de la République En Marche, et de toutes ces manières, elle sera toujours volontaire pour amoindrir toutes les contraintes aux entreprises, puisque chaque contrainte est vue comme une atteinte à l'attractivité de la France. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez aborder d'autres sujets, sachant qu'il nous reste un bon quart d'heure là, mais juste un dernier quart d'heure de discussion dans cette table ronde. Peut-être aussi, pardon Émilie, on peut aussi passer quelques instants pour revenir sur l'amendement Tufnel, ou plutôt non, je sais, tout à l'heure, j'ai fait une petite interview de Tufnel, qui a un amendement qui vient maintenant, qui va être intéressant. Peut-être tu veux boucler la table ronde maintenant, avant qu'on se lance dans les forêts à 17h. L'amendement Tufnel, c'est lequel? Il parle de quoi?
L'amendement Tufnel, là, la rapportrice est en train de répondre. Donc là, le vote va venir dans quelques secondes. On peut regarder le vote. C'est sur quoi? Ah, c'est la qualité de l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui ferait partie du patrimoine commun de la nation. Pourquoi ne pas citer cette qualité de l'eau explicitement dans cet article général du Code de l'environnement qui liste les compartiments de l'environnement qui font partie de ce patrimoine commun de la nation? Ce sera donc, pour ce qui me concerne, simplement un avis de sagesse. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Je pense qu'il est adopté. Il est adopté. Le 5774 de Monsieur Géretti. Voilà, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse se réjouir. C'est un petit amendement qui est adopté, un joli amendement en l'occurrence. Merci Madame la Présidente. C'est celui Comme sur vous lequel avez je me vu, suis la ministre a donné avis de sagesse en disant « Ok, vous faites ce que vous voulez aux députés ». La rapporteure, elle, a donné un avis défavorable. Les députés, ici, ont vu le feu vert du gouvernement, se sont dit « Allez, on y va ». En réalité, c'est Ouais. déjà satisfait par... Là, le gouvernement, il a dû vouloir faire un petit geste vis-à-vis de ses amis du groupe Modem où Frédérique Tufnel est aujourd'hui inscrite. Quentin, tu voulais redire un mot ou Samuel? Ouais, sais pas. je voulais Quentin, ouais. juste rebondir sur le lien qui a été fait tout à l'heure avec l'emploi et pour reparler de tous les travaux qu'on a fait autour de l'éco-conditionnalité dans notre groupe inter-ONG en disant qu'on avait vraiment la question de l'emploi au cœur de nos préoccupations. On a travaillé beaucoup avec des différents syndicats sur ces questions-là, et y compris en essayant d'expliquer au gouvernement et aux députés de la majorité que planifier, alors je sais que c'est un mot qui fait saigner les oreilles de certaines personnes, mais planifier la transition, c'est en fait protéger l'emploi, parce qu'on a deux modèles en fait. Soit du coup on demande à ces entreprises de mettre en place une trajectoire qui leur permet de s'aligner avec l'accord de Paris et de mettre en place les investissements nécessaires, et donc d'anticiper le fait que leur modèle économique va changer, et donc que potentiellement certains emplois seront impactés, et donc d'anticiper la formation, la transformation de certains métiers, ou finalement d'être mis devant le fait accompli. Et c'est le risque au-devant duquel on va aujourd'hui, puisque comme ces entreprises refusent d'anticiper la question, on risque d'avoir des salariés qui sont mis face au fait accompli du changement climatique et d'un changement de modèle économique. Donc, c'est un véritable enjeu. Et dernier petit point aussi assez intéressant, vous citiez tout à l'heure l'Allemagne sur la question de la délocalisation. Il y a un rapport très intéressant du CEPI, qui est un conseil qui est situé sous Matignon, qui a montré notamment qu'en Allemagne, s'il y avait moins de délocalisation, c'était notamment parce qu'il y avait plus de salariés dans les conseils d'administration qui pouvaient dire « Attention, la délocalisation, c'est peut-être pas une bonne solution ». Donc, il y a tout un enjeu, non seulement de planifier la transition écologique, mais aussi d'associer les salariés dans ces décisions pour bâtir un modèle qui soit non seulement plus durable, mais aussi plus juste, et évidemment de mettre l'agenda fin du monde, fin du mois, même combat sur un pied d'égalité. J'avais une question à poser à nos intervenants, s'il vous plaît, juste avant que je me prépare à aller en séance pour switcher avec Hubert Julien Laferrière. On a beaucoup parlé de fiscalité des GAFAM quasi inexistante. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion auprès de vos associations sur l'éco-conditionnalité de cette fiscalité-là qui est quasiment inexistante aujourd'hui, et comment les intégrer aussi du coup dans cette fiscalité de l'économie verte. Peut-être pour rebondir, et je vous laisse la parole, Samuel et Alexandre, si vous voulez compléter. Je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a le premier enjeu de se dire comment on régule l'empreinte carbone du numérique, parce que oui, le numérique, utiliser Zoom par exemple, comme on peut le faire, ça a un impact. Et il faut qu'il y ait des trajectoires de l'économie, des entreprises de l'économie du numérique pour qu'elles s'alignent
avec les objectifs de l'accord de Paris. Et si ces entreprises bénéficient des aides publiques, et on peut s'attendre à ce qu'une grande partie d'entre elles bénéficient d'aides publiques, qu'il y ait des éco-conditionnalités. Mais par ailleurs, il y a un autre sujet qui est celui de la fiscalité tout court de ces grandes entreprises, puisque aujourd'hui, c'est très facile pour une grande entreprise du numérique de mettre en place ses services dans un pays sans y être présent physiquement. Or, le modèle fiscal qu'on a pour les entreprises, il est hérité du siècle dernier. Et donc, l'économie digitale, ce n'était pas forcément quelque chose qui avait été anticipé, on va dire. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile pour les grandes entreprises du numérique d'éviter de payer l'impôt dans un certain nombre de pays. Donc, c'est notamment le cas en France. On a eu le cas Google qui a défrayé la chronique où, en gros, on se posait la question de se dire, on sait que les Français utilisent Google, mais Google n'a pas ce qu'on appelle un établissement stable, donc une base taxable pour la plupart de ses activités. Donc, la France n'était pas capable de taxer. Et pour ça, il faut changer les règles en profondeur. On parle beaucoup des GAFAM, et finalement, c'est la pointe visible de l'iceberg, mais en fait, il faut réformer en profondeur totalement l'ensemble de notre modèle fiscal, parce que oui, Google paye très peu d'impôts en France, mais y compris des entreprises françaises qui ne sont pas des entreprises du numérique, profitent des failles de ce système international pour éviter de payer des impôts, pour faire de l'évasion fiscale, pour être déplacés dans les paradis fiscaux. Maintenant, les 10 ans de débat de l'OCDE, parce que ce sujet-là, c'est l'enjeu même de tous les débats qu'on mène, comme je vous ai dit, avec le G20, le G7, tous les pays membres de l'OCDE. On a une multitude de directives communautaires qui a traité ce sujet d'optimisation fiscale, avec effectivement le sujet des GAFA, qui est encore plus compliqué parce que tout est dématérialisé et on n'arrive plus à localiser un établissement stable comme on faisait autrefois, c'est-à-dire un endroit où on a un outil de production, des salariés et des flux financiers, des flux de facturation. Mais ça, c'est un autre sujet, à vrai dire, qui est pas lié, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on voit là. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Quentin, sur le sujet des salariés au sein des conseils d'administration, le poids des salariés au sein des conseils d'administration, où ça faisait partie d'un certain nombre d'amendements qu'on a poussés alors dans plusieurs projets de loi, mais notamment en loi de finances et notamment dans la loi climat, qui ont été rejetés. On avait notamment travaillé des amendements avec la CFDT pour faire en sorte justement que les salariés aient aussi un pouvoir accru. Alors ça vaut pas uniquement pour les sujets de transition, mais aussi pour toute une série de décisions stratégiques au sein de l'entreprise, notamment les sujets de restructuration, tous les effets sociaux des restructurations des entreprises, et puis bien évidemment de faire en sorte que les salariés aient leur mot à dire dans le sujet de la transition écologique. Peut-être Samuel aussi, tu voulais dire un mot avant qu'on clôture. Oui, moi je voulais répondre à une question, parce qu'on a eu une question dans le chat sur de savoir si on était parfois découragé et comment on faisait pour ne pas baisser les bras. Je vous avoue qu'il y a des fois où on a envie de baisser les bras. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tous les trois, on a fait des rendez-vous avec la rapporteuse sur ce texte. Et on a vu en fait une incapacité même de discuter parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre sur la base de départ. Sandra Motin, donc, qui est une députée de La République En Marche, elle nous expliquait que toutes les entreprises étaient déjà engagées dans la transition écologique et qu'il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit parce que toutes ces entreprises avaient déjà des trajectoires et d'ailleurs, elles le disaient et communiquaient régulièrement sur leurs enjeux de développement durable. Et donc, je peux vous dire, quand on sort… La République En Marche, c'est normal. Ils ont un filtre rose, en fait, qui leur font voir la vie en rose. Et c'est vrai qu'en sortant de ce rendez-vous, je pense qu'on était tous abattus. Il y avait aussi nos collègues du WWF et de Greenpeace. On était tous un peu abattus. On avait tous envie de baisser les bras, puisque du coup, on n'arrive même pas à s'accorder sur des sujets simples, d'avoir un même bilan. Et puis, il y a aussi deux choses qui nous font, enfin moi en tout cas, qui ne me font pas baisser les bras et qui me redonnent de l'énergie. C'est d'abord de voir le dérèglement climatique qui est en train de s'appliquer, c'est-à-dire que tout ce que disent les scientifiques est en train d'arriver petit à petit. Et donc ça donne aussi de la motivation pour se dire, essayons de mettre toutes nos forces dans la bataille pour éviter que ça arrive. C'est le cas pour le climat, c'est la même chose pour la biodiversité. L'érosion de la biodiversité, on en parle
souvent un peu moins que le dérèglement climatique. Et pourtant, on a déjà perdu plus d'un tiers de la biomasse d'insectes. Donc, on arrive vraiment à des échéances où, du coup, on se dit, bon, bah, allons-y, ne regrettons rien. Et puis, il y a quand même des sujets qui avancent. Et c'est tout le travail qu'on peut faire sur l'opinion publique. D'ailleurs, je pense que s'il y a aussi des amendements qui ont été bloqués, si ces sujets n'ont pas lieu dans l'hémicycle, c'est qu'on est en train de gagner la bataille culturelle petit à petit. Moi, je vous ai beaucoup parlé de la question du libre-échange. Je pense que si on interrogeait les différents citoyens et qu'on faisait un référendum sur la question du CETA, de l'accord Union européenne-Mercosur, je peux vous dire que je pense qu'on gagnerait assez facilement. Donc, ce débat-là, il avance. Maintenant, le débat qui est devant nous, c'est arriver de convaincre ceux qui décident. Donc, il y a la question des politiques et il y a la question des hauts fonctionnaires qui ont une place très forte sur toutes ces positions-là. Et donc, c'est à ça qu'on mène nos forces. Mais je voulais aussi, comme c'est la fin, remercier le fait de pouvoir organiser ce type de débat, de pouvoir nous laisser nous exprimer, expliquer nos travaux, d'avoir du temps d'expliquer, parce que dans les médias classiques, souvent, on est assez rapidement coupé et on doit aller assez rapidement à des points, on doit simplifier un petit peu la pensée et du coup arriver dans des propos qui peuvent des fois paraître un peu caricaturaux. Et donc, voilà, c'est aussi ce type de moment. Il n'y en a plus de conférences en présentiel, mais c'est vrai que ça redonne beaucoup d'énergie quand on est invité par des associations locales et qu'on présente nos travaux devant 100, 200, 300 personnes. Voilà, on voit que les choses avancent. Et donc, moi, en tout cas, je n'ai pas du tout envie de baisser les bras et je vais continuer à essayer de me battre pour qu'on puisse mettre en place cette transition écologique, qu'elle soit le plus juste et qu'elle permette de garder les emplois. Merci beaucoup, Samuel, et merci aussi d'avoir salué ce débat. Disons que c'est l'occasion, en tous les cas, de réaliser. Je pense qu'on pourra réitérer sur d'autres projets de loi de cette manière-là. Je ne sais pas si Alexandre est toujours là. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot, peut-être, Alexandre ? Je voulais dire la même chose que Samuel, qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a gagné la bataille culturelle et que même en ce moment, si on demande aux Français, dans un contexte de crise sanitaire et économique majeure, quelle est leur préoccupation principale, ça reste quand même la transition écologique. Et donc, voilà, il est trop tard pour être pessimiste. Et on connaît les solutions et on peut y arriver. Alors, c'est vrai, la transition écologique, aujourd'hui, vraiment, c'est une des préoccupations des Français. Et moi, je vois vraiment, quand je discute avec mes concitoyens sur ma circonscription, que notamment la question des ressources naturelles, c'est quelque chose qui commence à angoisser vraiment nos concitoyens. Ils se rendent compte qu'elles ne sont pas inépuisables. Et cette prise de conscience est vraiment passée dans le grand public. Quentin, tu avais un tout petit dernier mot, si tu veux, et après, nous rendrons l'antenne. Non, mais pour m'inscrire dans ce que Alexandre et Samuel ont dit, il est trop tard pour baisser les bras. Il faut qu'on se mobilise et c'est notamment en diffusant l'information et le débat comme vous le faites dans ce genre d'échange qu'on fait avancer les choses. Donc, on continue tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes tous, en tous les cas, des experts de nos sujets, non seulement environnementaux, mais aussi financiers et fiscaux. Et c'est quand même vraiment, on doit vous féliciter de cumuler autant d'expertise. Vous nous enrichissez, nous les parlementaires, au fil de nos rapports parlementaires, de nos auditions. On vous auditionne pendant les missions parlementaires, pendant les commissions d'enquête. Et je pense que cette interaction-là, elle est bénéfique pour tout le monde. Et on s'encourage aussi les uns les autres. Et puis surtout, on agrège nos forces et nos forces de travail pour essayer d'œuvrer pour l'intérêt général. Donc, écoutez, je vous remercie tous pour cette table ronde. Moi, je vais céder la parole. Je pense que c'est Hubert qui prendra la suite. Moi, je vais aussi aller dans l'hémicycle. J'ai quelques amendements qui vont bientôt arriver. Et je vous dis à très bientôt sur Twitch pour la suite des débats. Au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre.